Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, avec une nouvelle émission du format Front Page qui s'offre à vos oreilles toutes attentives et émoustillées. Le Front Page, c'est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations que vous avez le plaisir de retrouver 3 fois par mois. Et aujourd'hui, on est donc avec la première émission pour débriefer les actualités du début du mois de septembre 2021. Bien entendu, pour cette émission, je ne serai pas seul pour vous faire ce débrief puisque l'ami Corentin est avec nous. Bonjour Corentin. Oui, ça va Arnaud ? Ça va très très bien et toi ? C'est fatigué. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de compenser ta voix morne et fatiguée avec la mienne qui est enjouée, pleine d'entrain, puisque enregistrer des podcasts à 9h du matin, ça fait toujours très très plaisir. Et Corentin, on va tout de suite commencer par faire un topo sur les comics et ce qu'il se passe notamment du côté de la VF, puisque très très grosse annonce, notamment du côté de l'éditeur Comics Initiative, qui nous fait savoir que prochainement, ils vont faire financer une intégrale des comics Love and Rockets. J'adore les roquettes, moi aussi. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est Arnaud Love and Rockets ? Eh ben, je ne sais pas moi. Donc tu vas. C'est pour ça que je fais 3615 Corentinpedia et oui. Hop, c'est parti. D'accord. Eh ben écoute, donc Love and Rockets, c'est une série. Enfin, c'est même, c'est même plusieurs séries en fait. On va dire de bandes dessinées américaines, conçues par les frères Hernandez au tournant des années 80, 82, 3, etc. Qui racontent plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a grosso modo 2 trames principales. La première qui suit, on va dire, des migrants latinos aux États-Unis depuis la génération punk jusqu'à un présent plus contemporain, avec l'aventure de deux, on va dire, héroïnes qui sont un peu amantes. C'est un petit peu le côté Strangers in Paradise aussi, tu vois, avec des petites histoires de coucherie, des bandes de potes, un côté vraiment très soap opéra et assez bien fichu. Et à côté, tu as une autre intrigue qui parle plutôt de la ville, entre guillemets, dont seraient originaires ces héroïnes-là. Je crois qu'il s'appelle Palomar, en Amérique centrale, et on suit un petit peu le quotidien des habitants de cette ville / de ce village, comme avait pu le faire d'ailleurs Hernandez dans The Twilight Children, tu sais, avec Darwyn Cooke, chez Vertigo, peu de temps avant la mort de Darwyn Cooke, qui, au quotidien, vont croiser des éléments de surnaturel, ou des éléments de mystique, du réalisme magique, en fait, qui est un genre littéraire typique, justement, des hispano-américains, dans voilà, un esprit très frais, très léger. Il y a aussi beaucoup de parodies, il y a un peu d'imagerie super-héros. C'est vraiment considéré comme un comics fondateur du tournant justement de l'alternatif, de ses premières histoires vraiment très originales, de très long terme, avec un talent dans le dessin et dans l'écriture incomparable, voilà, osons le mot. Et que te dire, alors en France il y a eu parce que justement le fait que ce soit une intégrale, c'est aussi assez important, puisque c'est pas la première fois que Love and Rockets arrive en France, mais l'historique de publication en VF est plutôt compliqué. Oui, tout à fait. Grosso modo, en fait tout le monde s'y est essayé. C'est-à-dire qu'il y a le Seuil qui a fait un gros travail pour essayer de compiler un peu, mais il y a eu du coup du Humanoid Associé, il y a eu Rackham, il y a eu Albin Michel qui s'y essayait, Delcourt qui s'y essayait. Et grosso modo, il y a plein de tomes différents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires que tu peux lire indépendamment des autres. Comme justement, il y a à la fois ces 2 séries, ces 2 trames qui se chevauchent, on va dire, avec l'une écrite par l'un des 2 frères, l'autre par l'autre frère. Tu peux effectivement considérer qu'il y a une saga 1 et une saga 2, mais il faut tout lire, en fait, simplement parce que déjà les 2 intrigues sont connectées en termes de thématiques. Ça reste la même qualité d'écriture, le même style graphique. Et c'est vrai qu'effectivement, en France, on a eu beaucoup de mal à l'importer. Même c'est assez récent, l'arrivée de Love and Rockets en France, je crois que c'est après les années 2000. Donc il était temps effectivement que cette superbe saga ait le droit à une vraie édition française de qualité. Comics Initiative a dit qu'ils allaient revenir justement sur l'historique et pourquoi ils ont décidé de proposer ce format-là, qui a priori aussi marche bien dans leur contrat avec Fantagraphics, ouais. Qui est donc la boîte qui a récupéré un petit peu les différentes, parce que ça s'est passé quand même de maison en maison, hein, à un moment donné. Mais maintenant tout est chez Fantagraphics. L'intégrale en question a priori sera une traduction de la version Fantagraphics, et on sait que KI aime bien leur travail. Ils ont travaillé avec eux pour Movable Oath aussi, etc. Pour Immense Comics aussi. C'est ce même format d'intégrale aussi très complète qui avait été fait chez eux. Tout à fait. Et donc on vous en reparlera. Pardon.
On vous en reparlera. Parce que c'est vraiment voilà, très très bien. Là, on n'a pas beaucoup de temps pour s'étendre, mais il y aura beaucoup de choses à dire sur justement à la fois la place de cette BD-là dans l'historique, on va dire, de la bande dessinée de contre-culture, la bande dessinée indépendante, la bande dessinée latino, la bande dessinée queer. Il y a vraiment beaucoup de choses que ça a mis en place. Et en plus, c'est vraiment au-delà de tout ça, merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien dessiné. Ça a gagné des prix, etc. Enfin, il faudra le lire quand ça sortira. Et le soutenir quand ce sera. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Citizen Kane de la bande dessinée américaine sans faire de blagues là-dessus? Bah, c'est compliqué. Bah, Citizen Kane, c'est un film, tu vois. Il faudrait plutôt trouver une série culte, tu vois, une série fleuve culte. J'avoue que je pourrais pas trop d'exemples de ça sous la main. C'est à la fois, c'est un peu aussi le Friends, parce qu'il y a vraiment ce côté, la bande de potes un peu cool qui vont voir des concerts, qui vont boire des coups, qui vont niquer, etc. Et t'as vraiment ce côté aussi à la 100 Years of Solitude, 100 ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez. Vraiment, tu sais, ce côté, enfin, les fantômes de l'Amérique post-coloniale, avec la façon dont la culture justement des populations qui ont été colonisées par les Espagnols s'est croisée avec la religion catholique et a accouché de cette espèce d'imaginaire qui est propre au Mexique, qui est propre à l'Argentine, qui est propre à la Colombie, etc. Où on a une sorte de croisement entre qu'est-ce que c'est que vivre dans ces endroits-là, qu'est-ce que c'est qu'affronter le quotidien souvent un peu périlleux dans ces endroits-là, comment se tissent des liens familiaux, des traditions, une descendance et compagnie. Et ça, c'est toute la partie justement à Palomar. Donc, c'est très bien foutu. Et d'une manière générale, on manque un peu du travail des Hernandez Brothers en France. Donc, parce que c'est quand même des très grands noms, mais qui sont finalement assez peu connus. Enfin, c'est vrai que on connaît plus Terry Moore, j'ai l'impression, qui est un petit peu leur descendant, on va dire. Ouais, En tout cas, pour une partie de leur travail. Et même le mouvement alternatif, c'est vrai qu'on parle souvent de comics indépendants. On imagine que ça a commencé dans les années 90 avec Dark Horse, avec Image, etc. Mais en vérité, c'est plus vieux que ça, évidemment. Et c'était pas du Crumb, tu vois, parce qu'on considérait grosso modo qu'il y a une sorte de grand bond qui a été fait entre Crumb, Zap Comics et Todd McFarlane, grosso modo. Mais ce pivot-là est vraiment très important. Et d'ailleurs, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils mettront dans les bonus pour, entre guillemets, pas que ce soit juste une BD de fan, mais pour la replacer dans un contexte, dans une temporalité justement qui rappelle pourquoi c'est important. Après, il faudra voir quel jeu ils ont avec Fantagraphics pour augmenter l'édition française, mais après j'imagine qu'il y aura forcément des couvertures variantes. On peut supposer peut-être que Laurent Lefebvre en fera une ou ce genre de choses, ou qu'il y aura des prints à côté. En tout cas, ça s'inscrit clairement dans leur collection de comics patrimoniaux, comme ce qu'on a dit avant, Women's Comics, comme Skyrocket, non, pas Skyrocket, c'est Space Force là de Sky Masters. Sky Masters, pardon, The Space Force. Canon aussi. Mais aussi même leur premier comics de romance en fait, tu vois, qui était aussi dans Young Romance. Young Romance. Donc c'est vraiment dans cette collection là que s'inscrit ce projet. Et donc on a clairement hâte de voir ça sortir. Donc ça arrivera plus tard dans l'année. En tout cas, la campagne arrivera plus tard dans l'année. Et puis après, il faudra le temps de traduire, éditer, publier tout cela. Et il y a un autre titre également qui a été annoncé plus moderne, qui s'appelle Zoja-Kan, qui est écrit par Jackson Landing et Colin Kelly, donc un duo de scénaristes qui œuvrent très souvent ensemble et qu'on retrouvera d'ailleurs là, c'est au mois d'octobre prochain sur le relaunch de The Harbinger chez Valiant Comics avec l'artiste Nathan Gooden au dessin. Et Nathan Gooden, on l'a vu pas mal aussi chez Vought Comics, puisqu'il a fait notamment le récent Barbaric de Michael Morrissey. Donc c'est ce titre de barbare dont vous avez parlé avec une hache qui parle et qui est avide de sang, un titre qui a très bien marché d'ailleurs chez Vought, puisqu'il y a une seconde mini-série qui est annoncée, et même un spin-off, c'est-à-dire que c'est quand même un truc qui est en train de se développer un petit peu comme une forme de petite licence chez Vought Comics. Et il y a également The Rush, c'est du western horrifique dont on vous a parlé au dernier front page, puisque c'est écrit par Cy Spurrier, qui est le prochain titre que Nathan Gooden va illustrer. Donc en tout cas d'un point de vue de l'artiste, c'est déjà un bon choix, puisque c'est Nathan Gooden est quand même très très doué. Et alors Zoja-Kan, c'est un titre de fantasy qui arrivera. C'est fantasy science-fiction. C'est compliqué d'en parler parce que j'avoue, je ne l'ai pas lu. J'ai feuilleté un peu quelques pages pour essayer de voir de quoi je parlais en écrivant l'article. Mais en résumé, on pourrait considérer que c'est. Alors, je crois que c'est une mère qui justement a perdu sa gamine ou son gamin, qui est transportée, qui vient du coup du passé, elle, qui est transportée dans un futur où l'humanité s'est éteinte et où un nouvel environnement beaucoup plus hostile, beaucoup plus science-fiction, avec des monstres, avec des tribus justement d'humains qui ont survécu à tout ça. Se partage la Terre. Donc un titre a priori assez inquiétant quand même, assez pas pessimiste, mais comment dirais-je, oppressant.
Ouais, plus ou moins, avec du coup une aventure et des belles créatures, un univers graphique de bonne tenue de ce que j'ai pu voir. Donc c'est intéressant de voir Comics Initiative faire le grand écart voilà, entre ces deux Mm. pans de parution, parce que en quelques années, ils sont quand même passés de Jack Kirby, grosso modo, et de Laurent Lefebvre à un truc beaucoup plus généreux, éclaté, qui maintenant justement a toute sa place sur le marché de la BD en France. Donc il faudra voir, on vous en reparlera quand on aura la campagne. Ouais, très bien. On continue du côté de la VF toujours avec une petite annonce qui nous parvient de Urban Link, donc la branche d'édition qui est dédiée un peu à ce secteur qui n'existe toujours pas vraiment en France, qui s'appelle le Young Adult, donc jeunesse slash adolescent. Il y a pas mal de titres en fait chez Urban Link qui sortent, qui sont en fait simplement des adaptations en VF d'albums qui sortent dans une collection DC Kids chez DC Comics et qui reprennent souvent tout simplement en fait les héros que l'on connaît bien dans un contexte de Young Adult. Donc, notamment parmi les grandes réussites, lors du lancement du label, il y avait le Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh. Mais il faut savoir aussi que Urban Link essaye d'apporter des titres indés dans cette collection et notamment des titres qui peuvent un petit peu justement jouer sur cette fibre Young Adult. On avait notamment parlé du Middle West de Scotty Young pardon, et Jorge Corona qui est super en fait, tout simplement. Qui a d'ailleurs été nommé ou qui a reçu un prix à Angoulême cette année, donc c'est quand même une très bonne chose. Il y a le Something is Killing the Children de James Tynion IV et Weatherdale Edera qui est une série aussi de très bonne qualité, mais qui souffre de certains soucis pour rencontrer son public, parce que c'est pas forcément un truc qu'on mettrait dans du young adult, malgré l'héroïne Erika Slaughter qui est clairement une adolescente, enfin ou une jeune adulte, mais parce que c'est des titres qui clairement se destinent aussi à un public, on va dire normal, c'est-à-dire de gens comme toi et moi, Corentin, enfin voilà, le public vraiment typique des mecs qui lisent des comics. Et le format en fait Urban Link est un peu décrié sur le format parce que c'est des petits formats souples, alors qui certes sont pas proposés à un prix très important pour le coup, mais voilà, c'est des petites pages, des petites planches, et du coup il y a une partie du lectorat qui rouspète contre ce format de publication. Je sais pas si toi ça te gêne ou pas quand tu vois ces albums ou pas, le fait que ce soit ce petit format. Non, au contraire, je le trouve très joli. Enfin, moi, il me dérange pas du tout. Je pense que pour Middle West, c'est bien adapté quand même, des plus grandes planches, parce que forcément le talent de l'artiste fait que, mais pour justement ce Breaking Glass dont tu parlais, que j'ai trouvé vraiment super bien édité, ou même pour redécouvrir le Black Canary période rock, non, ça marche très bien pour moi. Mais après, j'ai un truc, moi j'aime bien le souple aussi. Ouais. Je trouve justement, on en avait déjà parlé, que le traditionnel urban hardcover, c'est pas qu'il a fait son temps, mais que on sent que voilà, il y a un besoin justement de recoloriser un peu, de recolorier un peu le rayonnage en fait entre guillemets. C'est pour ça aussi que j'accueille très bien les Promethea et tous ces machins ou les Camelot 3000 qui prennent justement les urban cultes notamment, qui font plus d'efforts sur l'empaquetage. Voilà. Mais du coup, tu voulais nous emmener quelque part Tout à fait. Le fait qu'il y a une nouvelle proposition qui arrivera cet automne, c'est un titre qui s'appelle Sleepless. Je sais pas si tu t'en rappelles, je ne pense pas. Si, tout, mais complètement. Pour de vrai? Oui, mais oui. D'accord, bien sûr. Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire? Vas-y, tu peux me raconter l'histoire. Alors, de mémoire, hein. C'est le truc de romance avec une princesse. Ouais. C'est ça. Alors, donc, c'est dans un monde de chevalerie, où justement une princesse qui se trouve être noire, et je crois qu'elle est descendante de nobles, justement noirs dans un monde entre guillemets de personnages plus caucasiens, qui est gardée par un chevalier qui ne dort jamais. C'est le Sleepless Knight, du coup, de nom, qui a un petit renard avec des très grandes oreilles trop mignons. Et on va suivre leur romance, en fait, simplement pendant une dizaine de numéros, quelque chose. Ouais, c'est 11, je crois que c'est 11 numéros en tout, qui était sorti chez Image Comics, et ça avait démarré en 2017, à l'époque où on intégrait la rédaction de Comics Blog. Corentin, que le temps passe vite, tu as vu ça. Et du coup, ouais, donc c'est annoncé dans un prochain volume, donc c'est écrit par Sarah Vaughan et c'est dessiné par Leila Del Duca, donc une équipe créative 100% féminine, et voilà un titre de romance, en fait, où justement la romance se développe à mesure qu'ils doivent aussi se défendre contre un complot, forcément, qui se trame contre la famille royale. Leila Del Duca qui a un peu un style à la Patrick Gleason, avec des bouilles très carrées, des grands yeux expressifs, qui est plutôt joli à regarder, moi je trouve.
J'aime bien son en tout cas, sur Sleepless, c'était quand même plutôt agréable à regarder comparé à d'autres travaux plus récents qu'elle avait pu faire, notamment, tu sais, c'était elle qui faisait sur le Future State avec Superman et Wonder Woman, là, qui était vraiment pas ouf, par contre, sur le travail. Ouais, tu vois. Ah oui, non, ça c'était affreux. Ouais, ça c'était pas. C'est pas juste pas ouf, c'était affreux à regarder. Ouais, donc j'imagine qu'elle avait plus le temps sur Sleepless que sur le Future State qui était peut-être un peu bricolé plus rapidement. En tout cas, ce qui est plutôt intéressant quand même, c'est que l'édition est complète, c'est-à-dire qu'en VO chez Image Comics, c'est 2 TPB justement pour avoir les 11 numéros. Là, c'est une édition qui est intégrale, donc c'est quand même 300 pages pour 14,50 €. On va dire que le rapport quantité-prix se vaut plutôt intéressant. Puis de mémoire, j'avais pas lu complètement, mais j'avais lu les premiers numéros à l'époque et c'était quand même plutôt sympathique, donc quand même toujours intéressant de voir aussi dans quelle direction va un peu piocher donc Sarah Champy, qui est éditrice chez Urban Link, pour aller diversifier un petit peu l'offre et justement sortir des titres qui n'ont pas forcément été estampillés Young Adult à l'époque, puisque de toute façon même en 2017 c'est pas encore quelque chose qui se marketait beaucoup au sein des éditeurs de comics indés, enfin je veux dire les éditeurs de comics vraiment pour les comic shops, tu vois, parce que bien entendu le Young Adult existe depuis avant et les Random House Penguin Random House, Scholastic et tout ça faisait déjà ce genre de production. Renata Algamaier, elle existait déjà à cette époque-là, quoi. Mais Image Comics n'avait pas encore forcément ciblé ce genre de choses. Il n'y avait pas encore de Skybound Rocket qui existait non plus. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment. Comet. Oui, Comet. Je sais pas, j'ai un truc avec les Rockets aujourd'hui. C'est Love and Rocket. Je pense que Love and Rocket, c'est ça, c'est pour ça. Tu veux qu'on parle de Rocket? Et après, on va parler des Gardiens de la Galaxie, donc Rocket Raccoon, tout est lié. Effectivement, je pense que je fais une obsession pour ce podcast et je m'en excuse si ma langue fourche. Mais en tout cas, voilà, on voulait juste vous avertir que ça sort en octobre prochain chez Urban Link. Et nous, on est curieux, donc on ira forcément y jeter un œil pour vous en reparler dans une future émission en Back Issues. On continue du côté de la VF aussi avec une grosse annonce qui nous parvient de Huggin et Money qui nous dit que l'intégrale des comics Matrix va arriver pour profiter un petit peu de la hype bien vénère qu'il y a depuis que hier, à l'heure où on enregistre le podcast, le premier trailer de The Matrix Resurrections est sorti. Ouais, et on se refuse de le regarder par ici. C'est ça, ouais. Donc pour vous résumer, alors ça peut être très court ou très long. Donc les sœurs Wachowski, qui ont toujours été des fans de comics, qui ont pas cité Les Invisibles pour ce qu'elles ont pris dans Matrix, mais qui avaient cité Crisis, je crois, ou un truc comme ça pour Matrix 2 ou 3, ont toujours été donc des fans de bande dessinée. Elles ont également cité Ghost in the Shell très explicitement. Enfin, quand je dis cité, je veux dire qu'il y a des hommages graphiques dans le film. Elles n'ont pas cité à chaque fois de vive voix. Oui, c'est du Ghost in the Shell. Ah, peut-être pas. Peut-être dans la version commentaire audio, elles le font. Alors ça, c'est Ghost in the Shell. ça, c'est Jackie Chan. Tu vois, non, mais voilà. Donc, grosso modo, effectivement, elles ont toujours été fans de bande dessinée. Et donc, quand le film est sorti en 99, le premier film Matrix avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Lawrence Fishburne, il y avait déjà le site qui actuellement vous occupe les doigts sur Twitter avec la pilule rouge et la pilule bleue, whatisthematrix.com, et à l'époque il y avait donc des webcomics qui étaient proposés gratuitement avec des équipes créatives de bonne qualité quand même, parce qu'on avait donc pour le premier numéro on avait quand même du Neil Gaiman et Bill Sienkiewicz. Plus tard on aura aussi du Tim Sale, on aura du Geoff Darrow évidemment, parce que Geoff Darrow, auteur de comics, qui a travaillé en France, qui a fait le Shaolin Cowboy, etc., était aussi le concept artiste de Wachowski sur la partie contemporaine de la Matrice, c'est-à-dire tous les vaisseaux, le Nebuchadnezzar, les chaises où on se plug un truc dans la nuque, c'est lui, etc. Donc évidemment, il a écrit et dessiné pour les Wachowski, sur les bandes dessinées Matrix. Et il y a comme ça beaucoup de grands contributeurs qui ont participé. Vous pouvez retrouver la liste sur Goodreads, je crois, puisqu'il y avait déjà une édition, mais l'anniversaire qui était sorti il y a 2 ans, pour fêter justement les 20 ans du film Matrix. Et il y a eu plusieurs séries par la suite, entre 99 et 2003, donc entre le premier et le troisième film, avec tout un tas de contributeurs intéressants. Je crois qu'il y a eu du Steve Skross, parce que Skross était justement le frère caché de Geoff Darrow sur les concept art de la Matrice. Donc, en grosso modo, j'allais dire très bonne BD. Moi, c'est très vieux, parce que ça n'a pas beaucoup été réédité. Je les ai lus, c'était il y a assez longtemps, quand je découvrais l'existence des PDF magiques et gratos. Mais en l'occurrence, les BD étaient faites pour être gratuites à la base, donc c'est pas gravissime. Et puis pirater une BD Matrix, c'est un peu rendre hommage à l'œuvre originale. Donc je vous avoue, de tête, je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la qualité au niveau des créatifs qui sont convoqués. Et que, effectivement, c'est une partie qu'on connaît beaucoup moins, la partie bande dessinée de Matrix, puisque c'était assez évident pour les Wachowski de faire comme ça, comme elles ont fait pour Animatrix, c'est-à-dire d'étendre l'univers avec des histoires courtes qui ne sont pas connectées directement à l'aventure de Morpheus, Neo, Trinity, etc. Et le fameux agent Smith.
Mais tel quel, effectivement, c'est dispensable, c'est du bonus, c'est juste une façon pour elle d'exprimer leur amour de la BD. Et donc, on a un peu rangé ça dans un coffre à souvenirs. En fait, il y a que les gros fans de Matrix qui savent que ça existe. Donc, c'est cool de voir que ça revient, particulièrement en français. Parce que quand même, merde, un des grands personnages de Matrix est français. Le mérovingien, Lambert le mérovingien. Donc moi, je suis assez content quand même de voir que ça va se faire. Et c'est une bonne période pour être fan de Matrix. Mais parce qu'à une époque, c'était quand même plus compliqué. Rappelle-toi les jeux vidéo pourris de Atari, etc. Même les BD, je sais pas si elles ont déjà été éditées en France, en vérité. Hein. Ces BD-là, j'ai vraiment un gros doute sur le fait qu'elles soient déjà arrivées de l'autre côté de l'Atlantique. Parce qu'à l'époque, le marché des comics, c'était pas le même, hein, en 2003. Donc voilà, Guinémenin qui, au demeurant, c'est les éditions qui justement se chargent d'une bonne partie de la science-fiction en France, avec récemment l'importation du roman graphique Dune, de l'adaptation en BD du roman graphique Dune. Donc c'est vrai que pour les gens comme ça qui sont passionnés de science-fiction, Guinémenin c'est toujours un bon endroit où aller. Et j'attends ça de pied ferme. J'avoue que ce sera un plaisir de relire cet imaginaire d'époque, parce que a priori le nouveau Matrix va quand même prendre un atour plus contemporain vis-à-vis de la façon dont le web a évolué, dont le métaverse a évolué. Donc on verra bien. Et j'avoue quand même que du Sienkiewicz sur Matrix, moi, ça peut me faire grimper au rideau. Ouais. Je le dis comme ça, voilà. Non, mais c'est clair que que c'est une sortie intéressante pour continuer d'exploiter ça. Effectivement, Guinémenin qui est toujours, de toute façon, qui fait aussi des beaux livres en général sur la pop culture, mais qui aussi, voilà, fait assez propositions de comics. Donc, plutôt quelque chose que j'aurais aussi envie d'aller checker. Surtout que quand même Matrix, au-delà des 3 films, a quand même eu sur des projets graphiques au-delà du pur entertainment. Toujours, enfin, moi je me rappelle d'Animatrix qui était quand même assez incroyable comme film. Bien sûr. Donc Animatrix, pour ceux qui n'ont pas vu, qui est sorti entre Matrix 1 et 2 et qui est une compilation de courts-métrages réalisés par différentes équipes, surtout japonaises d'ailleurs, il y a beaucoup de Japanimation dedans, avec un peu de 3D et tout. C'est une anthologie en fait d'animation qui étend un peu l'univers et qui explique les origines. Alors a priori, les Wachowski ont dit que c'était pas forcément très canon ce qui se passe dans le court-métrage, qui explique les origines de pourquoi les robots se sont rebellés et tout. Mais effectivement, c'est vrai que moi c'est un vrai manque que j'ai par rapport à ça, parce que Matrix c'est quand même une de mes trilogies préférées, si pas ma trilogie préférée, et je trouve qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire en plus, même si pareil, tu vois, les jeux vidéo Enter the Matrix et The Path of Neo devaient amener des éléments supplémentaires pour rajouter des personnages et tout, mais comme les jeux étaient à chier, du coup personne n'a vu ces éléments-là, donc limite j'aurais envie de voir bon après maintenant l'esprit de franchise c'est très différent, mais si les Wachowski ont envie de poursuivre l'histoire ou d'ajouter des éléments en plus avec des nouveaux comics, parce que toute cette génération qui a été élevée par Matrix dans les années 80-90, maintenant elle est devenue artiste, scénariste, peut-être qu'il y a des choses à faire. Très clairement. Donc, on a noté quand même que les Wachowski ont leur propre maison d'édition aux États-Unis, qui est un tout petit truc qui s'appelle Burlyman Entertainment, et que c'est là en fait qu'ont été édités les comics du Shaolin Cowboy de Geoff Darrow. Ok, très bien. Merci Corentin. On continue du côté de la VF, toujours avec quelques annonces qui nous parviennent du côté de Panini, qui commence à dévoiler un peu son programme de la fin d'année. 2 titres plutôt importants, je pense, enfin, qui ont été en tout cas importants pour Marvel du côté de la VO et qui auront sûrement un certain succès en France, en tout cas je suppose. Il y a quand même le The Marvels de Kurt Busiek et Yildiz Ressinar qui arrive en décembre, qui est vraiment un nouveau projet dans cette grande vague de projets installés par Marvel et Kurt Busiek pour fêter les 25 ans du Marvels qu'il avait fait avec Alex Ross. Voilà, il y a déjà bien longtemps de ça. Donc on avait eu un épilogue notamment qui avait été produit et qui avait ensuite été rajouté à une édition intégrale de Marvels. On a eu les Marvel Snapshots, qui sont une série de one-shots qui reprennent un petit peu aussi ce concept d'essayer de regarder certaines des figures super-héroïques de cet univers par le prisme du regard plus humain. Mais par contre, The Marvels, c'est encore un petit peu différent, puisque là, le but, c'est vraiment de se concentrer sur les super-héros et sur tous les super-héros à toutes les époques. C'est vraiment une sorte de portrait de grosse vue d'ensemble de l'univers Marvel, de ces personnages et de leur importance, en fait, dans l'historique. Oui, tout à fait. Ça connecte avec une envie plus générale en fait de ma part de Marvel de remettre en avant les noms de. Bon, Alex Ross a jamais pas été en avant, mais le créatif Alex Ross et pas le cover artiste Alex Ross, on va dire. Et donc oui, il y avait eu l'anthologie justement Marvel conduite par Alex Ross, aussi, ouais. qui pour le coup misait plus sur la variété graphique avec plein d'artistes super talentueux qui étaient mobilisés. Il y a eu les Marvel Snapshots comme tu disais, et
effectivement, ce projet qui, grosso modo, prend le parti de faire une très, 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 très grande toile de fond qui part des années 40 jusqu'au présent, en développant une sorte d'arc scénaristique qui fait un peu entrecouper plein de points de vue, des vengeurs, des justiciers masqués classiques, de la ligne urbaine et compagnie. On va pas trop dire comment, etc. Mais alors moi, faut quand même dire que je suis pas très fan du trait de Yildiz Rayssina. Et à mon avis, il y avait mieux à faire justement pour rendre hommage, comme ils ont pu le faire dans les snapshots, justement, avec des artistes qui évoquent aussi ces époques que Busiek convoque à chaque fois, puisque quand Busiek part dans le passé, en général, on prend un artiste qui ressemble au trait qu'il avait à l'époque. Là, en l'occurrence, c'est peut-être le pan le plus mainstream, on va dire, de cette espèce de volonté de remettre Marvels en avant. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien, hein. Kurt Busiek fait pas de trucs pas bien. Et c'est intéressant, effectivement, de voir que Panini, même quelque part, insiste avec ça, alors qu'on sait que la réédition de Marvel n'a pas été un succès tonitruant, alors que c'est quand même une des meilleures bandes dessinées de l'histoire de la Maison des Idées. Donc, d'une manière générale, intéressez-vous à ce que fait Kurt Busiek. On en a beaucoup parlé quand John Paul Leon est mort pour, aide-moi, Batman, Créature de la nuit. Voilà, merci. Mais c'est généralement un auteur qui, de toute façon, il faut toujours surveiller ce qu'il fait. Et avec le temps, il a pris cette espèce de nostalgie lui-même pour l'époque où, entre guillemets, il était plus impliqué dans l'industrie. Ce qui fait que maintenant, il écrit avec plus de sincérité sur des aventures, entre guillemets, classiques. Alors qu'avant, justement, c'était quand même vraiment un commentateur plus de l'historique de la BD, du format de la BD, de la métatextualité, etc. Que là, effectivement, The Marvel, je pense que ça peut se lire, même si vous n'êtes pas fan de Marvels ou si vous n'êtes pas fan des snapshots, vous pouvez vous laisser tenter, ça peut vous régaler. Ouais, très bien, Voilà. Corentin. Très bien, Corentin. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'essaie juste de vérifier par rapport, parce que tu dis que ça n'a pas marché forcément la réédition de Marvels. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais sur quel chiffre tu te bases, mais je voulais juste vérifier par rapport à des données que je peux récupérer. Mais j'avais dit quoi? Mais là, c'est enregistré ce qu'on dit là? Ah là, bien sûr, ouais, c'est enregistré. Ok, d'accord. On est en plein conflit. Tu m'avais dit qu'il y avait genre un truc comme Ilex qui avait été écoulé. Ah oui, effectivement, dans ce cas, c'était à l'époque. Hein, c'était avant la fermeture de notre ancien employeur. Donc, après, peut-être que c'était des conneries que tu me racontais pour te faire mousser en mode genre moi j'ai les chiffres et pas toi, tu vois. Non, mais ça dépend. Mais après, c'est vrai que sur la base que j'ai, effectivement, là j'ai un total pour l'instant de 1500. Donc effectivement, c'est pas énorme non plus par rapport à l'immense chef-d'œuvre que c'est. Mais après, c'est 10 stats, c'est un truc qui est pas non plus complètement accurate par rapport à ce que GFK peut produire. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un titre intéressant à suivre. Autre titre, peut-être que toi, qui te plaira un petit peu moins, c'est Spider-Man, Spider's Shadow de Chip Zdarsky. Bah si, j'aime bien. Et Pasquale Ferry. Comment ça, moi qui aime pas? Mais non. Toi qui aimes pas? Mais non. Tu m'as dit que c'était de la merde. J'ai jamais dit ça. Tu m'avais dit c'est la pire chiasse. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai pris le bouquin pour le brûler. C'est vrai, et j'en ai fait une vidéo YouTube sur arnosgate.com. Non, moi je trouve ça cool. Spider Shadow, tu veux? Bah alors du coup c'est le fait que vu que What If, le concept des What If est remis en avant avec la série d'animation et tout ça, Marvel s'est décidé de refaire aussi une ligne de comics What If, ce qui ne s'appelle pas What If, et aussi qui vont changer par rapport au postulat de base, c'est-à-dire que l'histoire ne sera pas racontée en un seul numéro, mais à chaque fois sur des mini-séries. Et donc Spider-Man, Spider's Shadow, c'est le premier titre qui fait partie de cette nouvelle collection What If, qui est écrit par Chip Zdarsky, qui notamment s'est beaucoup illustré sur Spider-Man parce qu'il a fait Spider-Man l'histoire d'une vie l'année dernière, qui est sorti l'année dernière en France, qui ça par contre a été un des plus gros succès de Panini de l'année dernière. Spectaculaire Spider-Man. Il avait fait Spectacular Spider-Man avant, mais du coup voilà, l'historique de Peter Parker, Zdarsky le maîtrise, on va dire quand même pas mal. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est la question de, à l'époque, justement post-Secret Wars, quand Peter Parker découvre le fameux costume noir et qu'il apprend que c'est en fait un organisme vivant, un symbiote. Dans le canon, il décide de s'en débarrasser et tout le monde sait qu'ensuite le symbiote va aller voir un certain Eddie Brock et que ça va faire Venom. Et Spider Shadow dit, et si en fait Peter Parker s'était dit, bah non, du coup c'est un être vivant, et donc s'il a envie d'être avec moi, c'est son droit également en tant qu'être vivant, donc je vais garder le costume noir. Que se serait-il passé? Forcément des choses pas très très cool, puisque le symbiote a une propension à la violence beaucoup plus appuyée par rapport au code moral de Peter Parker, et donc de toute façon dès le premier numéro, donc illustré par Pasquale Ferry, on voit que le destin de Spider-Man commence à virer vers le bresson complètement. Corentin, donc toi, tel point qu'il a une barbe. Tellement il est bresson. C'est ça. Tu vois, ça c'est malsain. Parce que c'est un peu l'apanage des gens qui sont vraiment dans le noir. Mais pourquoi t'aimes pas en fait? Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas, par contre. Faut que t'arrêtes avec... Non, j'ai jamais dit ça. T'as vraiment dit, je vais cramer tous les bouquins. Je vais à la Fnac pour
pour aller déchirer les pages. Tu sais que je peux couper tout ce genre de passage quand tu essayes de me faire un procès, mais non, pas du tout. Moi, toi, tu dis bien que je dis que tel film, c'est Citizen Kane de machin. Oui, mais ça, c'est amélioratif, donc ça va. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, pourquoi t'adores, Arnaud? Non, alors j'ai un peu du mal, moi, avec le dessin de Ferry, franchement, que je trouve pas non plus... Ah ouais, putain, j'adore, moi. Ah ouais? Bah ouais. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Bah justement, je trouve que c'est un peu l'intérêt, parce que... Bon, au demeurant, c'est intéressant comme histoire, c'est-à-dire qu'effectivement... Mais ça a déjà été fait, le truc, c'est si Spider-Man avait gardé le costume noir... Oui, complètement, et puis même, c'est même d'actualité chez Marvel, puisqu'il y a Symbiote Spider-Man, ouais, c'est ça. Qui est une série qui au départ devait être une mini, qui maintenant en fait est presque plus présente que beaucoup d'autres séries parallèles sur le tisseur. Mais pour résumer, effectivement, moi j'aime bien parce que je trouve ça graphiquement intéressant. J'aime bien les couleurs, notamment, qui sont pour moi assez jolies, assez chaudes, qui font très comics... comment dirais-je, période Marvel Now, tu vois, donc avec des rendus assez pop, assez flashy. J'aime bien comment Ferry manipule justement le côté huileux du costume symbiotique avec des belles trames et tout. Donc c'est plus moi ça qui m'a intéressé au départ. Après, le scénario, oui, il est très conventionnel. C'est-à-dire grosso modo que Zdarsky va pas faire un truc très stéréotypé où Peter est juste un monstre et tue tout le monde, ouais, c'est ça. Voilà, c'est plus comment est-ce qu'il arrive à vivre avec le choix de justement porter le symbiote, comment ça va affecter ses relations et bon, après, la fin est, je pense, très conventionnelle. Et là, c'est effectivement, on peut trouver que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais un peu comme un épisode de What If, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est justement. Ça spoil pas la fin non plus, hein, du coup. Non, mais ça va tellement vite, entre guillemets, que t'as pas le temps de raconter tout un univers et toute une vie avec juste 30 minutes. Bah là, c'est pareil. En fait, même 5 numéros ne suffisent pas à pousser plus loin cette réflexion qui devrait, en fait, avoir une série régulière pour qu'on étudie comment justement au quotidien ça va le transformer et qu'on puisse faire des comparatifs avec les séries régulières sur Spider-Man. Sachant qu'en plus c'était un projet qui était à la base prévu en 4 et qui a justement été rallongé d'un numéro avec le succès quand le premier numéro est sorti, que ça a été quand même un énorme succès direct en VO. En fait ils ont décidé de faire des petites prolongations et de rallonger ça sur un numéro supplémentaire. Mais il va pas y avoir une suite d'ailleurs? Non, pas que je sache. Ça n'a pas, ou un autre truc comme ça. Il y aura d'autres comics du même genre en mode what if, mais c'est pour l'instant ils n'ont pas encore dit lesquels ce serait. Ok. Bon bref, en tout cas ça reste quand même une histoire qui est plutôt bonne, je trouve. Même si voilà, il y a quand même une fin d'escroc, on va dire, mais moi grosso modo je suis assez content parce que je trouve qu'effectivement, même si ça ne s'applique qu'à Spider-Man, c'est ça qui est un peu dommage. Le concept du what if en général, c'est toujours une bonne idée. C'est-à-dire que c'est l'occasion justement de poser une question à un personnage en le soulevant de son socle habituel pour le mettre dans un truc différent et voir si ça marche comme ça ou différemment selon est-ce qu'il est gentil, méchant, par exemple, tu vois, tout simplement. Est-ce que Peter Parker peut être gentil même s'il a le symbiote? C'est une question qui est intéressante. J'aimerais bien justement que cette fameuse ligne de What If, qui pour l'instant peine un peu à se concrétiser au-delà de ce titre-là, accueille d'autres projets à terme, tu vois. Justement, là, ça c'est Spider Shadow, ça s'est fini en août, donc tranquille. Tu vois, faut prendre son temps. C'est Marvel, hein, tu sais, ils ont pas l'habitude de. Oui, mais sur certains projets, je trouve pas ça forcément une mauvaise chose qu'ils se laissent aussi le temps d'avoir la bonne idée, de se dire bon, quel scénario on va faire en What If plutôt que d'essayer d'en enchaîner 3 à la douzaine, parce que sinon tu sais très bien ce qui se passerait, tu ferais oh là là, mais ils abusent et tout, machin truc. Par exemple, justement, je suis frustré parce que je peux pas le dire là. Bah oui, Marvel, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais regarde, on va faire un podcast sans dire du mal de Marvel, ça fera du bien aussi aux personnes qui nous écoutent, et parce que voilà, parce que ça montrera qu'il y a aussi pas du tout des projets pour lesquels on a envie de s'intéresser tout ça. En tout cas, Spider Shadow et The Marvels, ce qui est aussi assez à noter, c'est le peu de délai entre la VO et la VF pour le coup qui sort, parce que The Marvels, les numéros en question en fait sont même pas encore publiés de ceux qui seront présents dans le premier tome, donc c'est. Je pense qu'effectivement ils mettent la bonne cadence. Il y a déjà le feu croisé entre What If et Spider-Man, No Way Home. Oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt à le sortir en fin d'année en fait. Ouais, c'est vrai. Que t'as Venom 2 pour le côté symbiote, Spider-Man pour le côté Spider-Man, waouh, et What If pour le côté What If. Voilà. Du coup. Putain, ils sont forts, chez Panini. Non, pour le coup, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il y avait vraiment effectivement un intérêt à pas faire traîner ça pour la sortie VF. Et de toute façon, le fait est que chez Zdarsky avec Life Story et tout ça, ça a bien fonctionné. Il y a aussi techniquement, il y a un annual du Spider-Man Life Story qui est sorti là il y a quelques temps et qui devrait logiquement arriver en VF chez Panini aussi. Donc l'un dans l'autre, un nom, les concepts et tout ça. Voilà, il y a clairement des objectifs commerciaux éditoriaux derrière cette manœuvre. On en a terminé pour la partie VF. Corentin, on va se tourner un petit peu du côté de nos amis anglophones, là, les gros ricains qui mangent des burgers dégueux, avec l'annonce de l'artiste qui va s'occuper du titre King of Spies de Mark Millar. Alors, joie,
Ouais. Joie, puisque c'est l'excellent Matteo Scarrera qui va s'occuper de dessiner ce titre-là, qui donc fait partie des titres Miller World, avec une certaine spécificité, c'est que cette fois-ci ils ont complètement assumé le fait d'avoir complètement d'abord écrit en fait un projet de film ou de série télé et de le décliner de série télé et de le décliner ensuite en comics, à l'inverse des autres projets Miller World qui ont été annoncés, toujours d'abord comme des comics avant que peut-être ou pas se mettre en place des adaptations. On se rappelle notamment de Magic Order de Mark Millar et Olivier Coipel pour le premier volume, et puis Stuart Immonen pour le second, dont le tournage a été repoussé puisque c'était pas possible de faire ça en 2020 je crois que c'était à Prague qui voulait tourner et que ça avait été pas possible à cause de la crise sanitaire. Donc là par contre King of Spies, donc on est avec un super espion qui est diagnostiqué d'un cancer en phase terminale et qui regarde un petit peu sa carrière, sa vie, se dit putain, il y a quand même encore beaucoup de gens à qui finalement j'ai laissé la vie sauve, ce n'est pas cool, et donc il va prendre sur lui et sur donc je vais tous les buter avant de crever. Voilà, et je vais buter tout le monde avant de passer l'arme à gauche. Et Matteo Scalera, avec qui Mark Millar a déjà collaboré sur Space Bandits, Matteo Scalera, immense artiste italien qui a fait Black Science avec Rick Remender, donc il va très certainement nous régaler sur ce titre, même si toi tu trouves que voilà, les productions de Millar de Netflix c'est pas ouf quoi. Comme j'ai dit, le Sino, après, moi je trouve ça bizarre parce qu'il avait dit que ce serait un roman graphique au départ et en définitive. Ouais, mais en fait, non, mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Parfois, il y a des annonces où c'est un peu flou et après, c'est pas correct. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai, putain. La vie est et on se corrige au fil de l'actualité parce que c'est comme ça qu'il faut. Il faut juste mettre à jour. T'as raison, et tout ça nous rappelle que. Du coup, je vais repartir dans le précédent front page. On a parlé de King of Spies. Je vais updater le petit morceau et au moment où tu dis roman graphique, je vais faire mini-série. Technique Disney+. Ça, on corrige les défauts de manière fluide. Non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, ce synopsis-là, il me va. Tu vois, un côté un peu Dark Knight Returns de l'espion, enfin, il y avait un film comme ça où, pareil, le héros en phase terminale veut mener sa dernière aventure. Enfin, c'est même un trop passé. Oui. Mais je pense à un truc très précis, mais ça ne me revient pas. Bref. Donc, pourquoi pas, et effectivement, si c'est justement pour faire, entre guillemets, l'adaptation de la série télé en comics, autant avoir un bon artiste, et Matteo Scalera, je pense qu'on peut quand même s'accorder pour dire que c'est un très bon artiste. Ah oui. Moi, précisément sur Space Bandits, leur association à tous les deux, ça marchait pas. C'est-à-dire que je vois très bien ce que Millar voulait faire et ce qu'il a demandé à Scalera de faire pour habiller justement ce concept d'histoire très automatique. Donc ça ne suffira pas, grosso modo, à en faire une bonne bande dessinée. C'est-à-dire que Space Bandits n'est pas une bonne bande dessinée, c'est un produit de commande dont le but, encore une fois, est d'avoir une bible à filer à un studio. Regardez, c'est un peu les gardiens. Regardez, en plus, il y a des nanas, donc c'est bien. C'est hop, on croise les algorithmes. Mais en définitive, là... le studio, c'est Netflix, de toute façon, quoi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, après, il est très possible aussi que, justement, Space Bandits ait été, à l'inverse, un réplica d'un projet qu'il voulait faire en série télé ou en film et qui l'a fait la BD ensuite sans nous dire qu'il avait déjà vendu le film, tu vois. Mais donc, grosso modo, là, c'est un petit peu... ce sera un caprice graphique, on va dire. Donc, ce sera Millar qui se fait plaisir en embauchant un artiste génial. Mais derrière... ça risque d'être encore assez consensuel, ça risque d'être encore une fois un motivateur pour un actionnaire débile de Netflix, qui adore les actionnaires débiles, qui adore faire des films pas terribles avec de bons acteurs ou qui tapent des gens. Et c'est la seule motivation dans la vie, c'est de faire ça. Moi, au bout d'un moment, ça m'intéresse plus vraiment. Donc, je laisse le bénéfice du doute parce que quand je lis le synopsis, ça m'intéresse, comme à chaque fois avec Mark Millar. Il est fort pour vendre, très fort pour vendre ses pitchs, ça c'est sûr. En fait, le premier numéro, tu vas être bien, et après, tout le reste, ça va être des sortes aux enfers. Automatique, ouais, non, où ça risque d'être un petit peu automatique, effectivement. La dernière fois qu'il a essayé de faire comme ça un truc d'espion, vaguement, ou d'action espion, etc., c'était Prodigy. Et Prodigy, c'était nul, ouais. Prodigy, c'était vraiment pas terrible. Et Albuquerque a pas sauvé avec ses petits bras le projet, tu vois. Donc, bénéfice du doute, enthousiasme de voir Scalera travailler. Mais j'aimerais bien le voir faire autre chose. Il travaille avec Sean Murphy aussi dans Scalera. Scalera, il illustre la mini-série Harley Quinn de White Knight. Ouais, qui est coécrite par Sean Murphy et sa compagne. Ouais. Comment ça s'appelle déjà je l'ai plus. Quelque chose Murphy. Madame Murphy. Non, mais c'est pas ça. Non, elle a son vrai nom de plume et tout. C'est Tanaka ou un truc comme ça, je sais plus. Non, oui. On va le retrouver. Katana, non, plutôt. Ouais, ou Katana, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme le personnage qui ont dans l'épée. Des hommes. Dans la Suicide Squad, effectivement. Du coup, très bien. Ça lisait peut-être plus ça. À la rigueur. Pour ça va sortir aussi. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, c'est super beau.
Ça, c'est une bonne ça série. arrive en octobre 2021 chez Urban Comics, donc c'est voilà, Katana Collins, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, allez, on continue justement Oui, allez. avec l'autre annonce VO. Et là encore, un truc pour faire plaisir à Corentin. Geoff Johns et Gary Frank ont un nouveau titre, Junkyard Joe, prévu dans l'univers de Geiger. Donc, qui a priori, voilà, n'est pas juste un titre tout seul, mais qui a bien prévu d'étendre ses ramifications avec d'autres projets pour faire vivre cet univers post-apocalyptique dans lequel on suit Geiger, justement, cet homme qui a été voilà, contaminé aux ondes radioactives et qui maintenant brille dans le noir, et du coup il fait peur aux enfants quand il sort dehors. Oui, c'est l'apocalypse et il y a plein de gens. C'est vrai que toi t'aimes vraiment pas Geiger en fait. Hein. Je trouve ça, franchement, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression que c'est pas une vraie BD. J'ai rattrapé du coup, tu sais, parce qu'il y a pas que ça, il y a aussi le projet de Brian Hitch, Redcoat. Oui, avec, et j'étais en mode, j'ai lu, j'étais en mode genre, mais non, mais c'est écrit au second degré, ou c'est tellement genre nul que tu vois, par exemple, le truc de Scott Snyder et Noctera. Charles Soule. Non, Undiscovered Country. Voilà. Là, je vois que c'est un peu écrit au second degré quand même, parce que t'as vraiment les étoiles de mer géantes, ouais. toute cette parodie de l'imagerie américaine, mais c'est le même pitch, tu vois, c'est les États-Unis après le désastre, après l'apocalypse, grosso modo, et des chefs de gang qui se réorganisent pour prendre voilà, avec en plus une sorte de faux Docteur Manhattan ou de Docteur Phosphorus qui ouais, c'est ça. Voilà. C'est vraiment Phosphorus le design, quand même, franchement. C'est affreux. Que là, pour le coup, en plus, il nous explique que tout ça s'inscrit dans une très grande trame avec une chronologie et plein de personnages qui se sont précédés avant. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si, genre, quand McFarlane il a fait Spawn, il t'avait dit, genre, mais attends, je vais aussi te faire un comics avec un robot tueur dans les années 50. Et t'aurais été en mode, genre, mais quel rapport? Enfin, il n'y a aucun putain de rapport. Donc, Junkyard Joe, effectivement, on l'avait vu dans le backup du premier numéro en mode comic strip un peu candide des années 50 ou même 40. Et en fait, bah, a priori, donc c'était un soldat robot, en fait. Et la première aventure, enfin, la première page dans ce backup était une histoire, voilà, où en mode il est à l'entraînement militaire. Et a priori, il y a eu un vrai Junkyard Joe qui était plutôt une sorte de robot tueur assez inquiétant. Et c'est le nouveau projet de Geoff Johns, Gary Frank, qui sortira donc l'année prochaine. Voilà, enfin, Geoff Johns, Gary Frank, moi aujourd'hui, ça me fait plus beaucoup rêver. Même Gary Frank, je trouve qu'il est en train de se bloquer dans un automatisme justement graphique. Ah, t'es dur. Bah, quand même, oui, t'es un petit peu dur. Hein, mais non, mais enfin, je veux dire, moi, je te fais de l'effet. Mais... Non, mais si tu veux, c'est Geoff Johns, Gary Frank, c'est des gens à qui je demande beaucoup, tu vois. Je demande beaucoup plus que ça, surtout. Oui, si c'était justement une série de Scott Snyder, je dirais oui, bah c'est classique, tu vois, pour du Scott Snyder. Mais là, justement, je ne veux pas que Geoff Johns ni Gary Frank fassent du Scott Snyder. Là, c'est un univers qui est pour le coup assez beauf. Alors, on peut lui trouver des qualités, il y a des qualités, mais c'est tellement interchangeable, c'est tellement du déjà vu. Tu vois, c'est quoi l'originalité concrète de Geiger? Bah voilà, tu vois, si ça avait été Ron qui avait fait la même histoire avec ce côté apocalypse, série B, monde du futur avec un héros qui brille, ça aurait pu être hyper bien, mais là justement c'est fait à l'américaine, limite à l'américaine rétro, tu vois, on dirait un film des années 90. Et c'est un peu le revival qu'on vit en ce moment quand même, hein, pour beaucoup de projets qui sont clairement ancrés dans cet esprit des comics extreme des années 90, et c'est avec ça que ces personnes-là ont grandi aussi, donc peut-être qu'ils ont envie de rendre hommage aussi aux BD qui ont façonné leur... Je suis d'accord, mais par exemple Donny Cates fait la même chose avec Crossover, et il le fait beaucoup. Ouais, alors non, Crossover c'est encore particulier, mais attends, parce que t'as son autre projet là pour KLC Press, du coup, qui s'appelle Vanish. Vanish aussi, avec ouais. Vanish, moi j'ai peur que ce soit pas ouf, hein, vraiment, vu... T'as peur que les tâches ne s'évanouissent pas? Ouais, c'est ça, complètement. Imagine si les tâches non, mais par contre, sérieusement, parce que c'est aussi dans ce délire là de Kids Love Chains, machin, tout le délire de... Mais justement, sur Venom, il a un peu fait déjà son hommage à Spawn, c'était très bien. Non, mais tu peux faire des années 90... si tu prends ce qui marchait à l'époque, le fun, les chaînes, le côté les grosses patates à coups de biscotto. Pourquoi ça marche pas dans Geiger? Mais parce que je pense que Geoff Johns, il est plus doué que ça en fait. Il faut qu'il fasse du sériel, il faut qu'il fasse des équipes de super-héros sympas, des personnages qui ont des trucs à dire. Lui, le Bresson, ça lui a jamais vraiment trop été à Geoff Johns. Mais redonnez-lui la GSA, hein, ça on est d'accord. Mais putain, mais voilà, bordel, même. Mais non, mais crée une équipe de super-héros à toi, en fait, et fais ce que tu voulais faire chez DC et qu'on t'a empêché de faire, j'en sais rien, il y a sûrement des frustrations, comme tous les artistes. Fais-nous une nouvelle Darkseid War. C'était bien, Darkseid War, bordel. Fais-nous, voilà, la GSA, fais-nous une nouvelle Courtney Whitmore.
Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça. C'est ça, oui, Stargirl. c'est lui qui a créé Stargirl, oui. Tu vois, voilà, il y a quand même des trucs à faire. Là, pour le coup, c'est vraiment c'est du Mad Max croisé avec Borderlands, sans l'humour de Borderlands. Enfin bref. Et sans la maestra de Mad Max, ouais. Donc après, Junkyard Joe, ça peut être sympa aussi, mais c'est encore une fois, ça a l'air très Bresson. Et Gary Frank, pareil, c'est intéressant quand il fait. Tu vois, je le dis vraiment honnêtement, du Watchmen, c'est plus intéressant avec Gary Frank que cette esthétique-là. Parce que justement, elle manque de richesse. Bah, c'est un peu plus Joe, simple en fait. C'est un robot en ouais. uniforme qui va tuer des gens et péter des gueules. Moi, tu vois, Geoff Jones, je trouve qu'il a jamais été aussi bon depuis 5 ans que sur justement ce one-shot Superboy Prime. Où là, pour le coup, c'était marrant parce que il revenait à l'optimisme en fait. Il revenait à l'enthousiasme et à son amour des super-héros, qui est le truc qui, à mon avis, agite vraiment sa plume anime vraiment sa plume plutôt, depuis qu'il a commencé chez DC. Donc on va voir, hein. Moi franchement j'attends toujours le revival de Geoff Jones, vraiment, sincèrement. Et en plus, étant fan d'indé de ce moment où les auteurs justement prennent une poche de liberté pour créer des trucs à eux, bah, ça m'intéresse vraiment de voir le jour où il fera un truc qui m'intéresse. Mais là pour l'instant j'ai un peu de mal à m'extasier. Pareil, il récupère Brian Hitch pour faire Redcoat. Brian Hitch, au niveau du trait années 90, c'est pareil, ça se pose là quand même. C'est un mec qui a des designs qui justement sont plus très modernes. Tu vois, encore que son dessin a beaucoup évolué par rapport justement à plein de mecs de cette période-là. Mais c'est encore une fois la même école qui va récupérer. Bah, moi, je sais pas, à mon avis, il y aurait mieux à faire. Je pense. Très bien, très bien. Allez, on continue sans transition aucune du côté de Marvel qui annonce la réunion de Jason Aaron et Mahmoud Asrar pour un titre King Conan qui arrivera à la fin de l'année. Et qui a justement, enfin, c'est vrai que quand la news est tombée, je me suis dit, mais attends, il l'avait pas déjà fait, mais en fait, j'avais confondu avec le King Thor qui avait conclu le run de Thor du même Jason Aaron. Donc, Jason Aaron avait quand même relancé, c'était en 2017 ou en 2018, la série Conan le Barbare. C'était en 2019, en fait. Non, c'était pas en 2019, c'était. Non. T'es sûr? Non, le relaunch de Conan le Barbare, c'était pas. Non, c'était Conan le Barbare. Détective Conan le Barbare. Mais il me semble, je suis quasiment sûr de moi, mais peut-être que je me trompe. Je pense que tu te trompes parce que le premier tome arrive en 2019 chez Panini, mais la VO c'était. C'est peut-être pour ça, ouais. Ok, parce que j'avais dû, ouais, ok, d'accord. Bref, ne nous attardons pas là-dessus. Donc, pour ceux qui connaissent la mythologie de Conan le Barbare, bon, c'est pas une surprise de savoir qu'il y a un King Conan qui a été fait chez Marvel. Ah, mais si, on l'avait déjà annoncé, mec, en fait. Je suis désolé de te couper. Jason Aaron et Mahmoud Asrar se retrouvent pour King Conan en 2020 chez Marvel, en fait. Du coup, ça a été complètement décalé de plus d'un an. Je sais, je l'ai linké dans l'article. Et c'était, d'accord, et ça avait bien été démarré en 2018, voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, je dis n'importe quoi. Hein, oui. Voilà. Mais donc, je reprends. Donc, dans la mythologie de Conan, donc le personnage de Robert E. Howard, au départ, effectivement, dans les écrits de Howard, il y a bien la période King Conan qui se découpe sur 5 nouvelles, je crois, dans laquelle, grosso modo, Conan, au bout de son voyage, donc au départ l'aventurier, puis enfin l'aventurier. Non, l'aventurier, c'est Indochine, du coup, ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est Bob Moran, même plutôt. Ouais, du coup, ouais. Donc, King Conan, Bob Moran, tu vois, rien à voir. Effectivement, mais ça rime. Oui. Tu veux raconter peut-être, Arnaud? Non, vas-y, je te laisse. Moi, je suis là juste pour t'interrompre et te déconcentrer. Bref, au départ, Conan, le héros aventurier, puis alors, je crois que c'est l'esclave ou l'aventurier en premier, après il y a le mercenaire, après il y a le roi, et après il y a encore un dernier bout qui est le conquérant, il me semble, dans les grandes périodes. Corrigez-moi, vous êtes sûrement plus fan de Conan que moi, j'ai pas tout lu, hein, attention. J'ai plus lu le Dark Horse en fait de Conan. Ouais. Donc, en fait, Conan finit par devenir roi à Aquilonia. Cette fameuse image, tu sais, du vieux Conan comme ça, avec sa gueule fatiguée. Et la grosse barbe, parce qu'il est bresson. C'est ça, voilà. Encore une fois. En mode qui aurait dû être adapté au cinéma avec Schwarzenegger d'ailleurs. Mais ils l'ont jamais fait parce que c'est des abrutis. Donc là, Conan s'ennuie, prend son gamin, le prince Con. Conan, son fils s'appelle Con, voilà, je trouve ça super débile. Mais voilà, c'est comme si toi, t'as pété mon gamin Arne. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Bah alors j'ai un projet. Faut que je t'explique. Mais d'ailleurs, tu sais que le père de Gérald Darmanin s'appelle Gérard Darmanin. Ouais. Bref, ça me fait beaucoup trop rire. Donc là, il part vers l'ouest pour continuer, enfin pour reprendre sa vie d'aventurier, après justement avoir un peu végété sur le trône et repartir dans la lutte contre les adorateurs du dieu serpent, parce que c'est un peu le thème central de sa vie, c'est-à-dire buter les gens qui aiment bien les serpents. Donc voilà, Mahmoud Asrar et effectivement Jason Aaron avaient commencé la série Conan de Marvel Comics après justement les années Dark Horse. Donc ils se retrouvent, ils sont contents, ils sont toujours aussi potes a priori. C'est en 6 numéros. C'est l'opportunité pour ceux qui avaient bien aimé ce bout, parce que pour ceux qui n'ont pas lu la série Conan de Aaron, il a toujours cette double temporalité qui est le fondement même de son écriture.
qu'il avait fait dans Scalp, qu'il a fait dans Seven Bastards, qu'il a fait dans The Goddamn de non, remarque, pas du tout, qu'il a fait dans les Avengers aussi avec la période passé-présent, etc. Ouais. Et donc évidemment sur Conan, comme il y a justement, c'est un héros dont la vie couvre plusieurs décennies, il l'avait refait à ce moment-là. A priori, c'est pas l'équivalent de King Thor, parce que King Thor, c'était vraiment le moment crépusculaire où justement il s'arrête. Je pense pas qu'Aaron a tout dit sur Conan, parce que il n'y a pas grand-chose de même qui a été dit sur Conan par rapport à Aaron. Enfin, Au moins, c'est pas du Conan qui va à Las Vegas, quoi. oui, c'est ça. Voilà, c'est pas Conan qui va à Las Vegas, c'est pas Conan qui croise Venom et qui fait les Savage Avengers, Ouais. c'est pas Conan qui croise Moon Knight et les autres potes de la biblio de Robert Ah T. Howard. ouais. Oh Donc là ça là. peut être intéressant. Et puis Mahmoud Asrar, c'est toujours joli, donc on est plutôt content finalement. Ok, très bien, Corentin. On continue toujours du côté du mainstream avec voilà la grosse annonce de la semaine du côté de Marvel Comics et du coup moi je suis ultra enthousiaste là-dessus qui est donc un relaunch de l'application Marvel Unlimited. Donc c'est leur application de lecture où si tu t'abonnes tu peux avoir accès à plein de comics du coup pas gratuit mais voilà en illimité qui a toujours eu un fonctionnement un petit peu à la Netflix en fait finalement puisque c'est vraiment ça l'abonnement qui te permet d'avoir accès à plein de choses. Spotify, sinon. Spotify également, mais je préfère dire Netflix parce que vraiment leur nouvelle interface, quand tu regardes, ça ressemble vraiment à un truc un peu en flat design et à quelque chose qui ressemble à la Netflix. Mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est que, et ça, on en avait, je crois, déjà un peu, on l'avait déjà un petit peu supposé, c'est que Marvel va prendre le pas aussi sur ces nouveaux formats de comics numériques à scrolling vertical, donc ce qu'on appelle sinon le webtoon de façon plus générale. Eux ils vendent ça comme un nouveau format de comics numérique révolutionnaire, je sais pas quoi les gars, vous faites du webtoon, du webcomic comme ça, c'est pas grave, c'est très bien aussi parce qu'il y a 8 comics qui ont été annoncés pour voilà, célébrer le relaunch de l'application dont certains sont déjà disponibles à l'heure où on enregistre ce podcast avec à chaque fois des équipes créatives plutôt intéressantes, en tout cas pour la plupart, parce qu'on a quand même un titre X-Men de Jonathan Hickman avec Declan Shalvey qui s'appelle donc X-Men Unlimited, alors qui sera plus une série anthologie qui va faire intervenir des équipes créatives en rotation, effectivement, parce que Jonathan Hickman n'aura pas le time de toute façon il s'en va en plus des X-Men bientôt. Il a d'autres choses à foutre a priori. Oui, c'est ça, il aura d'autres trucs à faire, mais du coup c'est quand même voilà un supplément de X-Men avec des histoires qui sont censées se passer dans la continuité de la période Reign of X qui est encore oui, Corentin. Et des histoires qui justement en fait sont pas du tout connectées à Inferno, parce qu'en fait à l'époque du confinement, quand Diamond Comics avait fermé ses portes pour protéger ses employés, enfin leurs employés, Hickman avait dit j'ai une idée justement de feuilleton comme ça anthologique en numérique, j'adorerais le faire. Il avait écrit un plan, etc. Et là Diamond avait rouvert et il s'est dit du coup ça a peu d'intérêt de mettre maintenant la BD numérique en avant. Au contraire, allons plutôt essayer d'encourager les gens à retourner dans les kiosques. Et donc ça l'avait un peu frustré. Et il est très possible que justement la rotation d'équipe créative se base sur les plans qu'il avait à l'époque parce qu'il a dit que c'était quand même assez important ce qu'il voulait faire. Donc c'est peut-être une survivance de l'ère Hickman dans Marvel Unlimited. Oui, et puis après, de toute façon, on sait que Hickman a donné des directives pour la suite et tout ça, donc son ombre sera toujours plus ou moins planante sur la licence X-Men, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des noms qui permettent d'attirer les gens juste sur le principe. Et à côté de ça, on a d'autres propositions. Alors, déjà, il y a des revivals un peu de titres bien connus, et d'ailleurs, dont on a déjà parlé par ici, notamment Giant Size Little Marvels de Scotty Young, qui revient avec Dax Gordon au dessin, donc c'est vraiment cette terre parallèle où en fait tous les héros Marvel sont chibi, voilà, avec un design très chibi façon Scotty Young, quoi, de toute façon qui est connu pour ça. Et il y avait notamment il y avait une réédition récente de Giant Size Little Marvel AVX qui était sortie chez Panini au format BD grand format cartonné, vraiment album jeunesse, voilà, où en fait ça reprend vraiment des conflits entre les Avengers et les X-Men, mais pour des motifs très nuls, parce qu'en grosso modo il y a un couple un duo de jumeaux qui arrive sur cette planète, et en fait les X-Men et les Avengers rivalisent d'ingéniosité pour les recruter chez eux en leur disant ouais mais regardez notre QG il est mieux parce qu'on a des jeux, ouais mais nous on a des glaces et nous on vend des hot dogs et tout ça, en fait voilà, et après ça, à chaque fois ils se bastonnent parce que pour des prétextes gamins, c'est super drôle, c'est très rythmé et tout, c'est vraiment un album vraiment hyper cool à lire qui en plus qui coûte juste une dizaine d'euros de mémoire, donc ça on vous recommande. Et voilà, donc ça revient sauf que cette fois-ci les héros vont se battre contre les versions chibi des super vilains pour arrêter de se friter entre eux. Il y a aussi le titre Spider-Man Loves Mary Jane qui revient également. Alors il n'y a pas d'équipe créative qui a été annoncée, mais ça c'est vraiment aussi une relecture vraiment façon teen comedy soap de la romance entre Mary Jane, Peter Parker et Spider-Man. Shoujo, puisque c'était Miyazawa qui justement Takeshi Miyazawa qui dessinait, tout à fait, et que c'était une très très bonne série, mais enfin vraiment genre pour tous les publics. Moi je pense que c'est un très bon feuilleton
sur comment Bah, la faut romance entre apprécier, Peter Parker et Mary Jane se monte, entre guillemets, presque au quotidien, en fait. C'est ça. Mais après, il faut apprécier un petit peu ce type de récit. Mais c'est pareil, c'était réédité récemment chez Panini donc dans la formule Marvel Next Gen. Donc, tu sais, justement, l'équivalent On en de avait leur. parlé dans Back Issues, tout à fait. Hmm. On en avait parlé en Back Issues. Ouais, tout à fait. Donc, les formats souples aussi qui miment un peu, on va dire, qui sont un peu sur le même créneau, on va dire, de public que les Urban Link. Donc, il n'y a pas encore d'équipe créative qui est annoncée, mais juste pour le principe, c'est quand même plutôt cool de faire revivre cette série. Amazing Fantasy de Carey Andrews qui s'offre un prologue là-dessus. Un banco, de toute façon, parce que c'est Carey Andrews qui dessine aussi et qui écrira ça. Donc, vas-y, soulève-nous, Carey. Il y a aucun problème là-dessus. Donne-nous ce que tu veux. Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse de ouf. Tout de suite, tu vas dans le sexuel. Mais c'est pas dans le sexuel, je veux dire ce qui me soulève, c'est pas pareil. Avec ses dessins. Physiquement. Oui, c'est ça. Donc ils te prennent et qui te soulèvent un peu. C'est ça. Qui fait un peu, tu sais, comme quand t'es un papa et que tu fais l'avion à ton gamin, tu vois. Ah bah oui, tu veux qu'il fasse ça avec toi. Je veux Carey Andrews sans mon papa. Je sais pas s'il a tu as les épaules pour ça. Je suis pas si lourd que ça va. Hein. Non, mais t'es grand. Ensuite, bon, je suis pas si grand que ça non plus. Franchement, il y a Genre t'es adulte. Ouais, à skip, je suis un adulte. It's Jeff, donc un titre de Kelly Thompson et du studio Guri Hiru qui est incroyable. Ça sera, je pense, que ce sera la meilleure proposition. Si, mais moi, ça va changer parce que Jeff, du coup, c'est un requin sur pattes, c'est un land shark qui a été introduit de mémoire, c'était dans le West Coast Avengers justement de Kelly Thompson. Il est trop mignon, c'est une vraie mascotte trop marrante. Il était réintervenu après dans son Deadpool puisqu'il avait été pris en adoption par Deadpool quand il était devenu roi de l'île des monstres. Et c'est Jeff et il mange les gens et Deadpool lui dit de pas manger les gens parce que ça reste un requin malgré tout. Enfin bref, franchement, je suis trop Yankee. Non mais je suis Yankee, c'est une vraie mascotte à la con. Voilà, c'est un requin avec des pattes. Ouais, c'est trop bien. Oui, c'est ça. Ça reste un requin, putain. C'est dangereux, bordel. Mais non, mais il est trop mignon. Pas les requins. Et juste le titre, genre It's Jeff, je le vois vraiment tellement petit. Franchement, il faudrait faire un mini format d'animation avec les petites logos. Ça, It's Jeff, comme ça, qui arrive. Ouais, c'est moi. Je suis le requin sur pattes. Non, il parle pas. C'est pour ça, mais ça va être. Je sais pas si le premier numéro est déjà sorti ou pas. Faut que j'aille checker sur l'application, sachant qu'il faut passer de façon avec pour la version américaine et tout ça. Mais non, je suis juste super chaud. Je trouve que bah ouais, je pense que ça se ressent et tout. C'est vrai que vous ne pouvez pas voir la vidéo, mais j'ai un sourire de débile. Il fait des petits bons et tout. Il a déjà la peluche Jeff. Il est trop marrant, déjà tu comprends pas, c'est tout, il est trop cool. Ensuite, on a aussi une série numérique, une mini-série numérique en 4 numéros qui sort là en ce moment justement pour profiter de la sortie de Shang-Chi au cinéma. Donc c'est Shang-Chi qui est écrit par Alyssa Wong, qui avait déjà écrit le one-shot The Legend of Shang-Chi et qui est dessiné par Nathan Stockman, qui notamment avait fait récemment chez Valiant la nouvelle mini-série Savage qui était incroyable au dessin. Donc voilà, ça c'est aussi très cool. Dans les projets, ensuite il y a quoi d'autre? Bon, il y a Black Widow qui aura un one shot mais avec une équipe créative qui n'est pas annoncée, donc bon, autant vous dire que là effectivement c'est un peu moins attrayant. Et enfin on a aussi un titre Captain America qui arrive par le podcaster Jay Edidin avec Nico Leon au dessin, mais avec Captain America qui va affronter des white supremacistes, donc voilà, des petits nazis américains. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps, après tout, les nazis américains. Faisons-nous plaisir. Mais alors voilà, enfin dans l'ensemble, voilà, sur les 8 titres proposés, il y a, moi personnellement, il y en a au moins 5 qui m'intéressent franchement. C'est sûr, quand t'as dit Captain America qui va affronter des nazis américains, il y a sûrement des gens qui se sont dit ah non, c'est politique. Alors que juste affronter les nazis, Captain America, il fait ça depuis le début de sa carrière. Depuis 1940. Je suis sûr. Faut que j'aille vérifier les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a eu des trucs comme ça. Ah non, ouais, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je veux dire que la proposition m'intéresse, surtout que voilà, enfin, le webtoon, le webcomic tel qu'ils le font, c'est quand même plutôt agréable à lire et j'imagine que ça peut motiver des gens justement qui s'y intéressaient pas ensuite à aller lire d'autres comics. En tout cas, c'est bien de voir que ils essayent de vraiment aussi de s'adapter à ce format de lecture. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent, il y a du Deadpool et du Carnage qui arrivent. On sait notamment que Jerry Duggan, Lucas Werneck et Joe Faux, que vous connaissez peut-être, un certain artiste résident à Paris qui a été un peu pionnier aussi, même dans ses comics numériques, puisqu'il faisait le Turbo Média à l'époque. Ils avaient fait ils avaient fait, justement, c'était à l'époque ça s'appelait les Marvel Infinite Comics, maintenant c'est les Infinity Comics, donc il avait déjà été très présent avec Mast aussi sur ces formats très particuliers. Il avait fait aussi The Walking Panda qui était leur parodie de The Walking Dead, même sur tout plus récemment, c'était l'an dernier que Joe avait fait un webtoon qui s'appelle La Promesse, qui était vraiment un titre un peu thriller mi-horreur, tout ça, qui était vraiment plutôt stylé. Donc moi j'ai toute confiance aussi dans le choix de leurs artistes en fait qui vont très bien s'adapter
au format de lecture verticale. D'ailleurs, on peut appeler ça peut-être les Marvel verticales. Je sais pas, faut voir si tu peux faire un petit jeu de mots là-dessus, Corentin. Mais en tout cas, je suis ultra chaud de cette proposition et je suis content de voir les deux Big Two juste se moderniser un petit peu dans la façon dont ils proposent leur BD en numérique, puisque ça reste quand même, je pense, un air de la guerre pour aller capter un lectorat un petit peu plus jeune et plus diversifié qui passe beaucoup de temps sur son smartphone au lieu de profiter de l'air, de la nature et de s'amuser comme avec des bâtons comme quand on avait 5 ans, Corentin. Tu crois que c'est en faisant une très longue phrase qu'on va oublier le mar vertical? Que tu vas réussir à esquiver? Non, je pense que les gens l'ont apprécié. J'ai entendu des applauses derrière moi et tout ça. Voilà. Ils n'étaient pas très nombreux quand même. Non, mais non, l'important, c'est pas le nombre, c'est la qualité du public. Et je sais que mon public, il est qualitatif. Ultra qualitatif. Il a qui coup se faire. Elle est incroyable. C'est cool pour quelques-uns de ces projets. Après, moi, étant un défenseur de la lecture en numérique, je suis content, mais c'est pas encore ça qui va me motiver à prendre un abo Marvel Unlimited. Quoi? Mais il y a Jeff. Le requin sur pattes. J'aime pas les requins, frère. Mais pourquoi t'aimes pas les requins? Pourquoi j'aime pas les requins? C'est une vraie question. Pourquoi t'aimes pas les requins? Et pourquoi t'aimes pas les crocodiles? Et pourquoi t'aimes pas les araignées géantes? C'est trop mignon, les crocodiles aussi. En fait, Arnaud a un côté très gothique. C'est un peu la famille Adams chez lui. Donc oui, non, qu'est-ce que tu veux? Oui, non. Si, X-Men Unlimited. Moi, je pensais que tu serais... Moi, je sais pas, je pensais que tu serais chaud et que pour une fois, on allait passer du bon temps à parler de Marvel, mais... X-Men Unlimited, ça a l'air bien. Ah oui? Je suis content, j'aime bien Declan Shalvey. Et ça, pour le coup, tu peux aller lire le premier numéro déjà, c'est déjà sorti. Je vais le faire. Très bien. Du coup, je vais t'emprunter ton compte à toi. Ouais. Enfin, on partagera l'abonnement aussi. Et du coup, est-ce qu'ils ont inventé le webtoon ou pas? C'est ça que je veux savoir. Ah, ils ont complètement inventé le webtoon. C'est incroyable. Voilà. Et mort aux requins. Si les requins pouvaient disparaître, je serais très content. Bon, super, voilà. Tu m'as niqué tout l'enthousiasme que j'avais pu apporter là-dedans. Et je t'empêche pas d'acheter ta peluche, Jeff. Non, j'espère bien que tu m'empêches pas d'acheter. Je t'offrirai une peluche, Jeff. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mon anniversaire, c'est le 5 janvier, je te le rappelle. On continue du côté des annonces aussi avec un projet très très intéressant qui nous viendra dans le Black Label autour de Superman et peut-être d'autres super-héros avec Mark Waid et Brian Hitch. Puisque Mark Waid, pendant de très nombreuses années, ne travaillait plus avec DC Comics, puisque en fait, il avait voulu, il y a longtemps, bosser sur du Superman, mais à l'époque, c'était Paul Levitz qui lui avait dit non. Et ensuite, grosso modo, il était clairement en conflit ouvert avec Dan Didio et Bob Arras, qui étaient les directeurs de DC Comics et éditeurs en chef à l'époque. Le fait est que depuis 2020, il y a eu pas mal de licenciements. Bob Arras et Dan Didio ne sont plus chez DC Comics et ça a permis de rouvrir les vannes des négociations entre Mark Waid et DC Comics. Donc l'annonce officielle n'est toujours pas sortie, mais Brian Hitch, a priori, s'en bat les couilles des NDA et des accords de confidentialité, puisqu'il annonce quand même déjà qu'il est sur un projet Black Label pour 2022 avec Superman dedans, à minima. Peut-être ce sera un titre d'équipe, peut-être ce sera un titre solo, a priori, on ne sait pas encore. Mais Corentin, c'était quand même plutôt enthousiasmant de voir Mark Waid revenir chez DC, parce que Mark Waid chez DC, c'est quand même, je sais pas, un truc comme ça qui s'appelle Kingdom Come par exemple. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Mais même sur Superman tout seul, c'est Birthright aussi. Alors je sais que c'est pas forcément l'origine préférée, parce qu'il y a eu plusieurs origines de Superman en moins de 20 ans même. C'était laquelle de Geoff Jones? C'était Secret Origins. Secret Origins, c'est ça, voilà. Vachement bien. Donc a priori, il est plus canon que Birthright, dans laquelle Superman est végétarien. Mais après, c'est vrai que Mark Waid, par exemple, il a une vraie relation amour-haine, commentaire, on va dire, sur Superman, qui est aussi la base de l'inspiration de Irrécupérable, ou même de Strange Fruit. D'ailleurs, rappelez-vous, on en avait parlé quand on avait annoncé le film Superman de Ta-Nehisi Coates, où justement Mark Waid et J.J. Jones avaient déjà posé l'idée que le Kryptonien pouvait être noir et tomber dans les États-Unis racistes et ségrégationnistes de l'avant-guerre, pardon. Donc voilà, c'est un personnage qui l'intéresse beaucoup, qui le fascine depuis très longtemps. Il a écrit beaucoup de déconstructions de Superman. Il a commencé même chez DC avec Action Comics, et là récemment il est revenu faire une petite histoire pour Red and Blue, donc l'anthologie Red and Blue, qui est anthologie en bichromatique de Superman. Donc l'avoir en Black Label, ça va être l'occasion grosso modo de le laisser poursuivre sa réflexion de fond sur ce personnage-là. Alors avec Brian Hitch, bon, c'est une question de goût. Moi j'avoue, je suis pas un énorme fan du trait Brian Hitch, mais ça reste une vedette, donc ça fera un peu de spotlight pour ce projet-là, et ça reste aussi un mec qui a beaucoup compté dans l'histoire de DC Comics. Ils s'étaient déjà croisés tous les deux sur la JLA il y a assez longtemps, donc c'est cool de les voir se recroiser. Effectivement, voilà, Mark Waid qui revient chez DC pour un truc un peu fat,
on est content. Hein, Arnaud, t'es content? Moi, je suis content. Moi aussi, je suis content. Écoutons Ouais. tous les deux, c'est rigolo ça. Je suis plutôt content de ce projet. J'ai hâte d'avoir un petit peu les détails et tout concrètement, et de voir surtout quand ils vont se décider, parce que Marco il avait déjà en fait dit sur ses réseaux il y a quelques semaines. Là c'est Brian Hitch qui remplit le dessus, donc à un moment j'ai envie de dire d'ici c'est bon, c'est fuité, donc balancer l'info en fait, balancer la sauce, qu'on s'enthousiasme un petit peu pour le grand retour de Mark Waid de chez Je DC pense qu'ils Comics. veulent pas refaire les erreurs qu'ils ont fait avec le Black Label. C'est-à-dire annoncer les projets trop tôt quand les numéros sont pas encore terminés. T'as mis dans le programme le fait que Historia était encore repoussé d'un mois? Non, je l'ai pas mis parce que bon. Ouais, mais c'est quand même symptomatique de tout Mais ça. le truc, c'est que Historia est repoussé parce qu'il y a en ce moment des problèmes dans la chaîne de production de comics, en fait, et j'avais fait une Parce autre. que les coloristes sont pas prêts. Non, c'est pas que ça. Enfin, il y a Kelly Sue DeConnick. Kelly Sue DeConnick a sous-entendu qu'il y avait des gens effectivement qui avaient du retard, mais là en l'occurrence il y a aussi tout un réel problème juste de production, donc ça fait qu'il y a 27 comics en fait de DC qui ont été retardés de toute façon là sur les 3 prochains mois. Donc c'est un engrenage de plus sur une question de malchance et tout ça, et voilà, bon bah de toute façon le truc arrive pas, et il arrivera quand il arrivera, donc faut juste être patient quoi, c'est tout. Oui. Et effectivement j'avais vu que DeConnick s'était plaint en faisant un petit scut comme ça sur un petit sub sur Au bout de 3 ans. Oui, non, mais c'est sûr. Ça chie encore au bout de 3 ans d'attente. Ouais, mais regarde, il y a bien Karl Kersch qui a mis 8 ans à finir une histoire de 5 pages sur Superman, mais tout vient à point à qui sait attendre, et l'histoire est super cool, donc à la fin. Un jour, il y aura un volume 2 de Prez. Voilà, et exactement. Et à la fin, si Wonder Woman Historia c'est cool et qu'on a effectivement un volume 2 de Prez, j'ai envie de dire, on aura bien vécu, on aura lu d'autres trucs entre temps, ce n'est pas grave. Les comics, ce n'est pas un besoin, d'accord? Donc, on peut être patient, Corentin. Et justement, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es allé lire Batman Wayne Family Adventures, le premier webtoon de DC Comics? Pas du tout. Mais je suis pas sûr que c'est excellent. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je trouve que c'est incroyable. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je lis pas de webtoon. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour lire les comics. Mais tu sais qu'un webtoon, ça se lit en... Justement, c'est des épisodes qui sont pensés expressément pour quand t'as un petit trajet en métro et tout ça, et comme ça, t'as juste ta petite Oui, mais est-ce que t'as lu Sandman, Arnaud? Oui. Donc, tu peux lire Sandman en webtoon si tu veux. Je peux pas lire Sandman dans le métro parce que c'est un omnibus, et les omnibus, ça se transporte pas facilement, quoi. Non, j'ai toujours pas eu Promethea. Mais j'ai jusqu'au 31 décembre pour le faire, et donc je le ferai. T'as lu Judge Dredd des affaires classées, tome 6. Il me fatigue. Donc pourquoi tu te poses cette question? Tu sais que j'ai un boulot. Oui, mais j'en ai même plusieurs. J'en ai même plusieurs aussi, donc. Donc pourquoi tu poses cette question? Et parce que les 3 premiers épisodes sont sortis, justement. On avait annoncé que DC Comics et Webtoon collaboraient ensemble. On savait pas encore quel serait le premier titre. Eh bien, ils l'ont annoncé, et franchement, petite prise de risque de la part de DC Comics. Faire un titre Batman, moi je le sentais pas forcément. Je me suis dit, c'est pas ouf. C'est pas le meilleur personnage à faire, surtout en ce moment, dans le mois en ce moment, tu sais, ils mettent tellement de embouche-bug partout que... C'est ça. Non, mais tu sais, encore un webtoon embouche-bug, j'aurais dit, mais c'est ça, va arrêter, il y en a déjà 12, tu vois. Non, mais en plus, franchement, le embouche-bug month, à un moment, ça va, quoi. Bien tu sûr. Vois, faut arrêter. En plus, juste après le Large Fleece Month. Ouais, c'est ça. C'est un truc sympa, Large Fleece. C'est qu'aux Galeries Lafayette, là, ils font une énorme expo sur embouche-bug, du coup. Le forcing. Non, franchement, c'est insupportable. Bref, allez, ça c'est. Tu me diras s'il faisait une expo Jeff. Avec un requin géant. Imagine, à l'aquarium de Paris, mais tu fais à l'aquarium de Paris, ouais, tu fais un vrai. Tu fais un vrai requin avec des pattes, oui. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout de la manipulation génétique sur des êtres sauvages. C'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Mais donc, pour en revenir, voilà, après avoir fait nos sarcasmes sur DC Comics qui fait du Batman, puisque bien entendu, il fallait que ça commence par du Batman. En l'occurrence, donc, Batman Wayne Family Adventures, en fait, qui montre, Duke Thomas qui arrive dans le manoir Wayne, qui est recueilli. Non, mais arrête de lever les yeux au ciel, parce que c'est le meilleur Duke Thomas que tu as vu depuis sa création. Depuis We Are Robin. Depuis le Duke Thomas, quoi. Non, We Are Robin, c'était pas mal aussi, effectivement. C'est vrai que c'était pas mal. C'était bien avec mon pote Libermero. Mais du coup, c'est vraiment, c'est très comédie, c'est très Jones, c'est très léger. Cool. C'est très cool. Mais ouais, mais franchement, alors, bien entendu, toi, vieux mâle blanc de 30 ans, blasé, relou et pas sympa, tu n'es pas le public cible. Voilà. Toi, d'ailleurs, il y a même un. D'ailleurs, je vais pas le lire. D'ailleurs, quand tu lis le premier numéro, il y a marqué attention, ce comics ne s'adresse pas aux grosses merdes comme Corentin. Voilà, ça c'est dit direct. Attends, mais mec, t'es ouf.
le Signal qui découvre le manoir Wayne. Mais non, mais c'est mais pas. j'en rêve la nuit. Mais là, c'est Duke Thomas, c'est pas le Signal justement. J'ai Il a fait pas. ma lettre au Père Noël l'an dernier, Il j'ai a demandé ça. Et c'est arrivé, merci Papa Noël. Non mais vas-y, raconte, ça a l'air super bien. tu m'énerves quand tu fais ça. Vas-y, mais raconte pour les gens, ils ont envie de savoir maintenant. Mais non, mais du coup, voilà, c'est vraiment présenté sous forme de formats très courts avec c'est un côté vraiment pas prise de tête. C'est clairement pensé pour des gens, on va dire, qui sont un peu plus jeunes que nous et qui ont encore un petit peu de l'innocence et de l'optimisme dans leur tête. Effectivement. Et non, moi, je trouve ça juste bien. Alors, à voir maintenant, moi, j'attends juste de voir le modèle économique parce que, bien entendu, ils ont mis les 3 premiers numéros gratuits. Donc, il faudra voir à partir de la semaine prochaine, vu qu'après, on va quand même être sur un un format de publication hebdomadaire, à voir si ça devient payant ou pas. Moi, je pense qu'ils auraient aucun intérêt à le faire. Et il y a pas mal d'autres webtoons qui le font pas non plus parce que l'idée là, c'est clairement d'avoir des abonnés, d'avoir de la visibilité et d'attirer justement les lecteurs occasionnels sur les marques et les produits DC Comics. Donc, je trouve quand même que l'initiative est super bonne. Pour l'instant, je suis très satisfait des premiers numéros qui sont sortis. Vous pouvez y aller tout simplement sur l'application Webtoon, mais prenez la version anglaise en fait, donc changez au pire juste les paramètres de langue dans votre, parce que sur la version française c'est pas encore disponible. Et voilà, je vous invite à aller faire un tour. Ça vous prend 5 minutes en tout et pour tout à lire, donc c'est clairement moins demandeur qu'un Sandman ou qu'un Judge Dredd, les affaires classées. Et donc vous avez largement le temps de le lire, même si vous avez de boulot dans la chose. Et comme ça, peut-être que la prochaine fois qu'on en parlera, on pourra débattre ensemble, Corentin, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que si t'as 6 mois et que tu lis 5 minutes par jour de Promethea, tu pourrais avoir fini le premier tome? J'attends le tome 3 en fait, pour me binge reader l'ensemble, tu vois. Il sort quand? Il arrive bientôt. Ah. Il arrive très bientôt. Ok. Donc voilà. Cool. Carnot qui va, autre sujet important dans ce podcast, le sarcasme de Corentin doit-il être interdit pendant les front pages? C'est toi qui me demandes si j'ai lu, je sais très bien la réponse à cette question, comme si j'avais lu ce truc. Eh bien, on va parler jeux vidéo maintenant, Corentin. Vas-y, je vous chie. Non, on va passer donc on a terminé avec cette petite partie comics et on va embrayer sur les écrans avec quelques petites news également à décortiquer dans le cadre de ce front page. Et aussi, autre sujet, Corentin doit-il arrêter de se foutre de la gueule de mon intonation quand j'essaye d'avoir l'air enjoué pour contrebalancer le fait que l'autre connard là est on ne peut plus blasé. C'est mignon. Mais c'est pas mignon. C'est mignon quand tu fais ça. Non, c'est pas mignon. Moi, je suis une éponge, tu vois. Quand tu fais un truc, je leur copie parce que je trouve ça bien. Je m'imprègne de ton enthousiasme et de ta candeur. Sachez que c'est pas vrai du tout. Hein. Là, il est complètement en train d'essayer de me passer. Donc, qu'est-ce que c'est, Arnaud? Ah, bah, je vais te le dire. La première news, en plus, ça va te faire vachement plaisir puisqu'on va parler d'un projet dont on a déjà parlé et qui t'intéresse vachement et que tu kiffes de ouf. C'est Noctera de Scott Snyder et Tony S. Daniel qui est en voie d'adaptation pour la télévision. Alors, rien n'a été annoncé de concret sur qui veut s'en occuper et tout ça. Mais Scott Snyder, bon gré mal gré, a quand même dit c'est bon, on vient de signer des gros contrats bien juteux avec de la thuna. Pour beaucoup, pour vous dire que voilà, Noctera donc a priori va aller vers la télévision. Donc on vous rappelle, Noctera tout simplement, grosso modo, c'est le salaire de la peur dans un monde post-apocalyptique avec c'est complètement le salaire de la peur avec l'analyse de Clouseau et tout ça, bien entendu. Corentin, tu connais, avec un monde où le soleil a cessé d'émettre de la lumière, ou disons que l'obscurité a pris le pas sur Terre, et lorsqu'on est au contact de l'obscurité, eh ben, on devient un monstre, un peu comme Corentin. Et du coup, dans ce contexte-là, on suit une convoyeuse dans un camion qui est tout éclairé, qui doit transporter des vivres et des personnes, surtout dans ce monde très très dangereux. Donc Corentin n'aime pas trop ça. Moi, je trouve que ça se lit quand même sans déplaisir. Je te pose la question. T'aimes bien? Moi, ça va. Ah, t'es un mytho. Ça va. T'es vraiment un affreux mytho. Pourquoi tu veux que ce soit moi le méchant à chaque fois? Parce que j'aime bien ce jeu de rôle. Numéro t'as lu de Noctera? J'en ai lu un. Voilà, okay, pour l'instant, ça va. T'as rien à foutre en fait. Non, j'ai pas le time, c'est tout. Je te rappelle, j'ai plusieurs boulots. Pour le coup, ça se lit vraiment en 5 minutes. Par contre. Oui, mais pour le coup, je me ferai le premier tome justement quand ça sort l'année prochaine chez Delcourt, quoi. Très bien, bah c'est cool pour Scott Snyder qui gagne de l'argent et qui mérite, parce qu'il y a déjà le film chez New Regency pour Discovered Country. Ouais. Quelque part où on savait que ce serait un mec qui allait compter dans l'indé de toute façon. Donc, sachant que Discovered Country, en plus, les droits avaient été signés avant même la sortie du premier numéro, donc ça avait un peu permis de. Pour assez cher en plus. Donc là, il a quand même une base. Même si, bon, il fait quand même des Kickstarter pour aider ses artistes à remplir le frigo. C'est vrai que Noctera, ça avait été fait par Kickstarter. Voilà, donc déjà de base, il était assuré que ça marche. Mais là, effectivement, pour soutenir l'initiative Best Jacket Press, bah, il aura les moyens. Et c'est vrai que moi, je suis pas forcément fan de Noctera, mais il y a des trucs de Snyder que j'aimerais bien voir adaptés, comme American Vampire, par exemple. Et je pense que ça serait... Oui. Ou même, quelque part, The Wake, qui pourrait être une meilleure histoire au cinéma que ça n'a été
ou en série télé. Ouais, mais c'est trop ambitieux pour le budget. Ah ouais, mais un Sean Murphy au cinéma, moi je l'attends quand même depuis un moment et ça n'arrive toujours pas. Mais bref, tout ça pour dire simplement que même sans être fan de Noctera, c'est toujours une bonne nouvelle de voir que des BD indés sont adaptés parce que ça ramène de l'argent dans l'indé, de l'attention sur des auteurs et des artistes indés et qu'après ça peut rejaillir. Il y a qu'à voir Mark Millar qui au départ part juste de un film Wanted et commence à guider entre guillemets sa carrière et les artistes qui vont travailler avec lui ensuite. Donc voilà, je suis content. Mais ça veut pas dire qu'il faut lire Noctera, hein, par contre. Non, mais par contre, ça veut dire que Delcourt pourra mettre un petit bandeau, bientôt une série télé, lors de l'apparition du premier album. Complètement. Et ça, c'est plutôt Bravo, cool. Delcourt. Parce que c'est toujours bien de faire des petits bandeaux comme ça. On continue avec l'annonce d'une série Dead Boy Detectives en développement chez HBO Max, Corentin. Bah ouais, tu connais Dead Boy Detectives, Arnaud? Bah ouais, c'est un spin-off de Sandman. Ouais. Bah raconte-moi alors, vas-y. Bah alors, c'est deux gamins qui sont morts et qui font des enquêtes. Ouais. Et du coup, bah, ça va être un procédural à la con. Comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Les Dead Boy Detectives. Ouais, tout à fait, non mais leur prénom. Non. Et tu vois, c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est que toi, en fait, tu lis les webtoons sur le signal qui visite le Monorail. Et toi, tu lis Sandman, c'est ça? Et moi, je lis les saloperies indé que tu veux absolument pas lire, comme Conan ou Mais comme. c'est pas que je veux pas les lire, c'est que j'ai pas le temps. Ou Sandman. Un enfoiré. Donc, effectivement, les Dead Boy Detectives qui apparaissent dans Season of Mist, qui sont une parodie en fait du genre de l'enfant détective, un petit peu à la détective Conan d'ailleurs. Enfin même, c'est beaucoup plus vieux que ça dans la littérature britannique. Les Enola Holmes, tu vois, plutôt à la limite, avec ce côté boarding school, comment on appelle ça, tu sais, les instituts où les familles riches envoient leurs pensionnat. Pensionnat, exactement. Et dans un pensionnat, ça c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas été en pensionnat. Oui, je confirme que j'ai pas été en pensionnat. Ouais, de toute façon. Donc Edoui Payne, je crois, qui justement a été le premier à être envoyé en pensionnat et qui s'est fait en fait buter par des gars qui l'ont bisuté et qui revient en fantôme pour aider un autre gamin qui est en train de se faire bisuter lui aussi et qui risque la mort pour essayer de le sauver. Il n'y arrive pas et les deux deviennent amis, solides d'amitié et forment une sorte de duo d'enquêteurs à la Watson Holmes, on va dire. Ils passent 10 ans à aller au cinéma et à lire des bouquins de détectives pour apprendre ce métier-là et après ils vont finir par mener leurs propres enquêtes tout en étant morts et donc en ne vieillissant jamais. Donc c'est un twist un peu macabre et assez noir justement sur ce genre-là qui est quand même généralement assez léger, tu vois, l'enfant qui mène l'enquête dans un monde d'adultes, c'est souvent le prétexte d'histoires assez sympathiques, assez cool, assez cocasse. Et là en l'occurrence c'est quand même plus Bresson, donc c'est de très bonnes séries. Il y a eu 3 séries de Dead Boy Detectives et en plus des trucs assez puissants parce que quand même la première c'est Ed Brubaker et Brian Talbot, excusez du peu. La deuxième c'est Jill Thompson. Et elle est trop bien celle-là parce que la deuxième série, ou même je crois que c'est un roman graphique, Dead Boy Detectives, en fait c'est une parodie de manga justement à la Détective Conan et vraiment dessinée par Thompson dans un style de manga, sauf que c'est super noir. Cool. Okay. C'est super noir et c'est assez mature justement, mais c'est vraiment écrit et dessiné comme un manga un peu chibi, tu vois. Et la dernière en date, c'était Mark Buckingham, je crois. Donc pareil, très grand artiste, très grand collaborateur de Neil Gaiman, qui a fait du Sandman aussi. Donc une franchise qui est quand même très peu connue, j'ai l'impression, alors que c'est quand même quasiment que des bonnes histoires. Ça méritait justement une série télé et elle sort a priori, on dit bien a priori parce que Variety dit que c'est pas lié, mais c'est le scénariste qui écrit l'épisode où apparaissent les Dead Boy Detectives dans la série Doom Patrol et c'est Berlanti Productions à la production, donc a priori ce sera un spin-off de Doom Patrol, ce qui est cool puisque ça reste l'une des meilleures séries, c'est pas la meilleure série de Berlanti Productions actuellement, donc on est content. J'ai envie de dire, et s'ils peuvent déployer l'inventivité qu'ils ont déployée dans Doom Patrol, ou bien le côté un peu plus sérieux et inspirant de Superman et Lois, ça peut être l'occasion de bien se marrer. Bah il y a quand même, pardon, je baille dans le micro, c'est pas grave. Il y a quand même un risque que ça vire juste au procédural à la con, non? Oui, mais c'est fait pour ça. Tu vois, donc là, en l'occurrence, c'est pas grave, parce que c'est pas comme iZombie. iZombie, c'est pas un comics d'enquête au départ. Justement, les Dead Boy Detectives, qui sont une parodie de procédural, entre guillemets, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Après, il faut qu'ils réussissent à récupérer le côté vraiment humour noir, vraiment le côté absurde de leur situation. Et un peu à l'anglaise, quoi. Faudrait faire du humour noir à l'anglaise. Et pas juste de faire un comment elle s'appelle, Véronica Mars croisée avec Casper, tu vois. Sinon, ça aura peu d'intérêt en l'occurrence. Même si je pense que le synopsis a dû être présenté comme ça. Voilà, c'est Véronica Mars et Casper. Mais s'ils lisent les BD comme ils ont fait pour Doom Patrol, pour le coup, ils vont tout de suite voir pourquoi ça marche. C'est vrai. Voilà, donc lisez du coup les BD. Je crois que c'est pas édité en France en plus. Les Dead Boy Detectives, je suis pas certain. Urban, qu'est-ce que vous faites? Franchement, pour plaire au public qui achète beaucoup de mangas, le volume de Jill Thompson, ça peut être vraiment, parce que c'est pareil, c'est vraiment noir et blanc et tout, c'est du vrai manga, mais avec des personnages de détectives morts.
Ok, très bien. Bah écoute, hein, on verra bien de toute façon les développements de ce projet-là. En tout cas, HBO Max qui continue de double banquer sur les contenus DC Comics, puisque on vous le rappelle que c'est un peu les contenus originaux qui forgent la guerre des plateformes de streaming. Un petit tour, Corentin, et oui, on ne va pas y couper du côté des jeux vidéo, avec Insomniac Games qui a profité d'un PlayStation Showcase pour faire la double annonce plutôt excitante. Donc Insomniac Games, studio qui était racheté par Sony, c'était il y a 2 ans maintenant je crois, suite au succès, à l'énorme succès de leur jeu Marvel's Spider-Man et du spin-off sur Miles Morales. Donc pas de surprise sur le fait qu'un Marvel's Spider-Man 2 est annoncé. Par contre ça n'arrivera qu'en 2023 a priori. Il y aura Venom dedans. A priori on pourra contrôler Peter Parker et Miles Morales, en tout cas c'est ce que tout le monde espère, et vu qu'on a pu le faire, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, qu'on puisse pas faire aussi quelques bonnes missions de team-up. Toi, tu l'as fait le Spider-Man ou pas? Oui. Et t'as bien aimé, non? Oui. Ouais. Non, tu veux développer un petit peu Oh, bah, pas forcément, mais oui, si tu veux que je développe. J'ai bien aimé ce jeu, il était sympathique, de bonne qualité. Le gameplay a été bien rodé, assez souple. On retrouvait la liberté de se déplacer dans New York comme on voulait le faire depuis toujours avec Spider-Man. Et qu'on pouvait déjà le faire dans les précédents jeux, mais là il y a un souci de détail et de réalisation. C'est très généreux, mais ce n'est pas encore la tarte dans la gueule à l'Arkham City que j'espérais. Surtout au niveau de l'écriture, je trouve que le scénario était un peu cousu de fil blanc. Mais j'ai pas fait le Miles Morales, donc peut-être que ça s'améliore. Mais sinon, non, c'est un très bon jeu pour les fans comme moi de Infamous, de Batman. Ouais, c'est ça, complètement dans Prototype et tout. Dans cette New York en monde ouvert. Alors forcément, ça a beaucoup puisé dans Arkham City. Mais après, l'avantage, c'était qu'en étant une exclusivité pour Sony et PlayStation, ça a pu profiter quand même de la puissance graphique de cette console et d'apporter quand même une expérience immersive de la façon dont tu contrôles Spider-Man dans la ville, dont tu te balades et tout ça. C'est quand même un plaisir qui est assez ouf. Par contre, sur le pur aspect ludique, il y avait plusieurs défauts. Effectivement, l'histoire n'était pas non plus incroyable. Ça manquait quand même de combats de boss, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et dans les quêtes annexes et tout ça, il y avait quand même pas mal d'objectifs qui étaient très répétitifs, de trucs à remplir. Enfin, vraiment tous ces écueils des open world où tu as plein de trucs secondaires à faire qui sont pas forcément ultra intéressants. Avec C'était pas le premier open world d'Insomniac? Bah non, Insomniac... Bah non, justement. Bah, attends, je me rappelle. C'est le mec qui ont fait Dead Space? Non. 2, 3, je crois. Non, mais non, Dead Space, c'était... Non, c'est Visceral Games. C'est Visceral, ça. Merde, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? C'est pas les Ratchet Clank? C'est... Non, voilà, on va pas non plus... Si, ça, c'est les Ratchet Clank, okay, effectivement. Ça. Ils avaient fait aussi du Resistance, quoi, mais c'était les Ratchet Clank et Spyro aussi, il y a fort longtemps. Ouais, donc, ils ont toujours fait des surfaces de jeux ouvertes, mais pas au point d'avoir... Non, pas non plus comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était répétitif. C'était un petit peu répétitif, que même par rapport au spin-off sur Miles Morales, c'était quand même une sorte d'add-on 1.5 et tout ça. C'était un peu plus qu'un skin quand même, parce qu'il y avait un vrai scénario. Et honnêtement, par contre, autant pour le coup sur celui de Spider-Man, c'était sympa sans plus, et je trouvais que ça manquait un petit peu d'émotion. Autant franchement, la campagne de Miles Morales, le final, il est ouf. Franchement, enfin, moi je trouvais que d'un point de vue émotionnel et tout, j'ai versé ma petite larme et tout, parce qu'il a réussi à me communiquer quelque chose. Non, franchement, c'était quand même assez fort et tout ça. Donc, autant en plus, c'était vraiment ouf, hein, parce que sur toute l'intrigue, je trouve que c'était assez convenu, mais par contre, ils ont vraiment réussi à faire un climax de fin qui est vraiment super bien réalisé, super bien écrit. Donc, non, j'étais plutôt chaud. Et puis, par contre, le plaisir de contrôler Miles avec ses pouvoirs électriques aussi, ça a apporté un petit peu quelque chose. Après, effectivement, c'était juste c'était un gros DLC, quoi, grosso modo, même si c'était vendu comme extension à part. Mais le fait est que c'est très joli, que le finish move de Miles Morales, les effets pyrotechniques et tout ça, c'est quand même assez incroyable. De toute façon, d'un point de vue graphique, ça va être dingo, ça c'est sûr, parce qu'ils ont déjà montré avec le premier opus. Là, j'espère que en plus de Venom, il y aura d'autres ennemis. J'espère juste qu'on va quand même avoir aussi des combats de boss qui en valent le coup, parce que au moins c'est vrai aussi que ce Spider-Man, il avait avec lui quand même une certaine mise en scène qui était assez impressionnante dans certaines cinématiques et tout ça. Donc c'est quand même une très très bonne expérience de jeu vidéo. Ça, de toute façon, c'est l'exclusivité PS4 qui était la plus vendue au monde, donc il n'y a pas trop de soucis à se dire que le succès sera au rendez-vous pour le deuxième opus. Et par contre, plutôt la surprise, c'est le fait qu'il y a un jeu sur Wolverine qui est en développement par le même studio, a priori dans le même univers, mais ça c'est pas forcément le plus important, mais que on va pouvoir se taper une exclusivité PlayStation 5 sur Wolverine. Il y a quand même moyen que ce soit plutôt sympathique, quoi, s'ils le font un peu avec un gameplay plus énervé, façon God of War ou Prototype. Franchement, ça peut être trop bien, quoi. Ouais, mais plus beat'em all que monde ouvert, du coup.
moi, je le vois bien en jeu plus narratif. Ouais, franchement, moi, ça me dérangerait pas de pas avoir de monde ouvert, mais d'avoir vraiment un jeu scénarisé. Comme le jeu Punisher avec écrit par Garth Ennis, là, dont j'ai oublié le nom. Mais de toute façon, oui, ça peut être. Il faut voir ce que ça adapte précisément. Si c'est pour avoir encore les origines, c'est même pas la peine. Ça a l'air d'être situé dans les premières années de. Oh merde, truc, quoi. nous emmerde là avec ça. Mais bref, ça peut être rigolo. Après, il a déjà dans le teaser qui est truc, il a déjà ses griffes en adamantium, donc c'est pas ses griffes en os, quoi. Donc quelque part, il a déjà quand même un petit peu évolué, quoi. Adapter Wolverine au Japon en cel shading avec le trait de Frank Miller. Là, je suis chaud, mon gars. Oui, mais forcément. Ça n'arrivera pas. Oui, non, mais du coup, tu vois, je fixe toujours la barre très très haut. Tes fantasmes complètement inassouvissables. Non, mais ça va, au calme. C'est qui fait? C'est Insomniac aussi? Oui, c'est Platinum Games, hein? Ils sont où, mes copains? Ah bah Platinum Games, ouais, effectivement. Au niveau beat'em all, eux, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est autre chose. J'ai tellement envie de me refaire Nier Automata d'ailleurs en ce moment, c'est un truc de ouf. J'ai tellement envie de me refaire Vanquish. Ouais, ça aussi. Mais il est ressorti en plus en remaster et tout ça. Donc, ah ouais? Ouais. Remaster PS4? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et je crois qu'il est pas je pars en vacances. Je crois qu'il est pas très cher en plus, donc faites Vanquish si vous avez jamais fait ça, c'est incroyable comme jeu. Allez, on continue avec la dernière partie de ce podcast consacré aux adaptations sur le grand écran. Corentin. Oui, c'est moi. Enfin là pour le coup c'est un film et c'est pas forcément pour le grand écran puisque c'est un projet HBO Max, mais un film d'animation qui s'appelle Merry Little Batman qui a été annoncé pour HBO Max et pour Cartoon Network en fait. C'est une grille de programme un petit peu jeunesse là-dedans et qui grosso modo c'est un peu un Home Alone, donc maman j'ai raté l'avion dans l'univers de Batman, puisque du coup on se retrouve avec Damian Wayne qui est tout seul dans le manoir Wayne et qui va devoir défendre le manoir et Gotham City contre les méchants qui veulent pourrir la fête de Noël. Je suis hyper chaud et franchement bien sûr ça n'arrivera pas, mais si vous pouviez faire ce film d'animation avec le style de Dustin Nguyen sur Batman Hill Gotham, je vous fais des choses que vous n'avez jamais connues, vraiment, clairement, et gratuitement, de ouf, quoi. Non, mais vraiment, ça serait pas le feu. C'est moi qui me fixe la barre trop. Ouais, mais c'est pas, le style de Dustin Nguyen, c'est pas difficile à adapter. Bah vas-y. C'est un peu minimaliste en plus dans le trait et tout ça. Donc, non, jamais ils le feront. Non, mais bien sûr qu'ils le feront. Mais bien. Et pourtant, vu ce que je leur propose, franchement, ils auraient tort de pas le faire. Arnaud est très doué de ses mains. Ouais, mais là, je pensais à autre chose, mais c'est pas grave. Donc, putain, décidément. Donc, c'est super cool. Je suis très content. C'est enfin ce que je voulais, c'est-à-dire mettre Damian en avant. Je ne comprends pas pourquoi depuis 10 ans ils ont Damian et ils ont vraiment rechigné à justement en faire un produit grand public. Moi je voulais un cartoon Super Sons et je l'attends toujours d'ailleurs quelque part. Là pour le coup c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire jouer sur pourquoi ce Robin-là est différent. Parce que c'est un gamin, parce que c'est le fils de Batman, parce qu'il est super cool, parce qu'il est super énervé, parce qu'il y a l'historique Little Gotham. Et pareil, il y aurait effectivement moyen de faire une série de courts-métrages ou d'épisodes spéciaux. Mais oui. Ouais. Les DC Showcase là, mais non. Oui. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Et en plus, Batman et Noël, c'est la base, tu vois, frère. Batman bah Noël, oui. c'est voilà. Et donc franchement pour le coup c'est très excitant. J'ai très hâte de voir ça. Je le verrai à Noël avec un chocolat chaud. Alors du coup, ce sera pas pour ce Noël clairement parce que vu la fenêtre de production, je pense que ça arrivera plutôt pour le Noël 2022. Du coup, il faudra un petit peu attendre. On sait que tu vas être déçu graphiquement. Mais non, mais ça peut être un autre style, ça se trouve, ça peut être un autre style, ça se trouve qui ira très bien avec le truc, mais par contre, oui, faites pas la DA que vous avez d'habitude. Non. Après, c'est pour Cartoon Network, donc je me dis que vu que le projet est de base aussi pensé pour Cartoon Network, forcément, ça aura une DA qui sera plus family, kids friendly, pardon. Family friends kids. C'est pour la famille, pour les amis. Ouais, c'est ça. C'est pour les gosses, aussi, voilà. pour tout le monde en fait. Mais en vrai, prenez la patte de Dustin. Putain, vous avez déjà tous les volumes prenez la patte de Teen Titans Go to the Movies, tu vois. Enfin, c'est pas non plus. Moi, c'est sympa. Ouais, mais ça peut être cool, c'est dynamique. C'est pas ce que j'attends. D'accord. Bon, excuse-moi, merde. Alors moi, je vais vous expliquer ce que j'attends, monsieur Corentin. Je vais vous le dire. Moi, ce que je voudrais, c'est la patte graphique de Dustin Nguyen. D'accord ? Ouais. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais vous lire Le Temps des Tempêtes. Oh putain, je viens de voir cette pub affreuse là. Allez. Donc tout ça pour dire qu'on est content. On est content de ouf, on est saucé quand même. On va être déçus, mais on est saucé. Et l'important, c'est la sauce. Clairement, c'est la sauce tant qu'elle est présente. L'important, c'est la sauce. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être une nouvelle citation de notre podcast. First Print, l'important, c'est la sauce. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis d'accord. Les nouvelles taglines. Non, je n'ai pas envie. Corentin, on a eu droit à un premier trailer pour l'adaptation en film d'animation de Injustice Gods Among Us. Est-ce que la sauce est présente aussi pour cette adaptation qui va clairement reprendre le premier arc
de Tom Taylor sur les comics, dans lequel on voit pourquoi Superman décide de devenir un tyran et d'imposer la paix de gré ou de force sur le monde après qu'il a été un petit peu manipulé mentalement pour buter sa femme Lois qui était enceinte de son enfant. C'est vraiment très sympa Injustice, on s'en rappelle, c'est assez joyeux comme contexte. Tu viens de spoiler à tout le monde là. Non, je l'ai pas spoilé. C'est bon, Injustice ça fait 10 ans. Tu viens de spoiler. J'ai rien spoilé du tout. T'es un malade. J'ai rien spoilé. Elle est fade cette sauce, Arnaud. Tu trouves? Elle est d'une fadeur. Bah. Elle manque de goût. Bon. Elle a pas d'intérêt. J'aime pas cette sauce. Mais pourquoi ils gâchent Injustice avec ça? Pourquoi ils mais font il le gâche pas. Mais attends, je te trouve super sévère. Pourquoi tu dis qu'il le gâche direct mais là? Parce que c'est l'une de leurs plus grosses franchises en comics. Et c'est un jeu vidéo qui a marché. Il y avait moyen de développer cet univers-là pour autre chose que pour un cartoon automatique. Voilà, de 1h20 avec cette patte graphique là. Voilà. T'aimes pas la patte graphique qui a été choisie? Je suis pas très fan. C'est pas mon univers. Après, de base, moi, je suis pas un gros client de Injustice, mais je pense qu'il y aurait des moyens. Dit-il avec ses chaussettes Injustice, quoi. J'hallucine. Non, c'est Bob l'éponge, regarde. Mince. Ah, je pensais que les gens n'y verraient que du feu. Salut Arnaud. Ça va? Ah, que salut Patrick. Mais du coup, ouais, non, mais vas-y, parle-en. Dis que c'est bien. Bah, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Mais moi, je suis chaud. Je trouve que c'était quand même surtout que Injustice en comics. Moi, je me rappelle très bien que j'avais précommandé l'édition collector du jeu, dans lequel il y avait le premier numéro en single issues imprimé des comics de Tom Taylor, à l'époque où justement, les adaptations de jeux vidéo en comics de DC, c'était compliqué, il y avait quand même bien des trucs bien naze, et là c'est quand même Tom Taylor qui a été révélé un petit peu quand même auprès du grand public, à la fois américain et français, avec une adaptation de jeux vidéo qui tenait grave la route, avec un scénario qui était mortel, qui parfois, notamment sur la première année, qui parfois avait un petit peu des écueils du genre vas-y c'est Tom Taylor qui bute tout le monde à chaque numéro, mais ça marchait, c'était ouf. Je veux dire, justement le premier numéro avec Superman qui traverse la poitrine là, qui éclate le Joker machin, on était là, on faisait ah ok d'accord, ça va, c'est vénère. Donc non, ça a toujours été un concept quand même plutôt rigolo. C'est parce que Tom Taylor adore Superman, et le fait de dépeindre un Superman complètement tyrannique et obnubilé par l'idée d'imposer la paix façon un petit peu Toyo Harada, c'est pas parce qu'il adore justement un Superman tyran, non, justement lui il adore Superman en tant que vecteur d'espoir, d'amour et de paix et tout ça, mais justement il prend ce parti pris là pour montrer qu'en fait qu'un Superman tyrannique ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas ça Superman. Donc il y a vraiment quand même une lecture de l'homme d'acier à faire derrière cette interprétation de Tom Taylor qui est super cool, et de façon que maintenant avec le parcours du scénariste qui s'occupe d'écrire des comics Superman aujourd'hui, que tu arrives à déceler complètement. Il faut aussi lire son Superman dans DC et tout ça, c'est quand même vraiment voilà ça. On sait que c'est son personnage préféré, il l'aime, il le montre. Moi je suis content. Je pense que vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait que Injustice a tellement bien marché en comics. C'est quand même un énorme carton chez Urban Comics aussi, pour l'édition française, ça faut vraiment le savoir. C'est vraiment un très très gros carton. En jeu vidéo aussi, ça a quand même très bien fonctionné. Il n'y a pas besoin d'avoir effectivement un film d'animation, surtout que sur 1h20, ça va adapter vraiment le premier arc, peut-être je suis même pas sûr que tu puisses aborder la première année, parce qu'il y avait quand même énormément d'affrontements et de retournements de situation. Après, moi je garde espoir que ça peut être le premier volet d'un truc qui va se découper en plusieurs épisodes, en plusieurs films d'animation, parce que je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Sachant qu'il y a quand même énormément d'histoires à raconter dans cet univers. Pour le coup, le style d'animation effectivement reste relativement quelconque par rapport à ce que fait Warner Bros Animation, mais ma foi, j'aime bien cette histoire, j'aime bien cet univers. Je trouve ça cool de peut-être pouvoir le faire découvrir à un autre public qui n'a pas encore eu la chance de lire les comics ou de regarder, ou de jouer aux jeux vidéo. Donc dans l'ensemble, je suis quand même plutôt, je vais pas dire que je suis saucé quoi, mais j'accueille ça avec un optimisme relativement serein. Ça sort le 20 octobre en France aussi en Blu-ray DVD, donc moi j'irai quand même jeter un œil plutôt attentif là-dessus. Bah oui. Très bien, Corentin. Ah, c'est le moment d'aborder le pognon et Marvel Studios. Non, avec juste une petite brève tout simplement qui nous est parvenue sur le fait que, a priori, l'affaire Johansson, donc qui est en conflit ouvert avec Disney par rapport à la façon dont le film Black Widow est sorti, et le fait qu'elle n'a pas pu toucher autant d'argent qu'elle l'espérait sur les supposés bénéfices que le film aurait fait s'il était sorti au cinéma. Apparemment, elle aurait demandé 100 millions de dollars en se basant sur le fait que le film aurait dû faire le milliard de dollars dans le monde d'avant, ce qui n'est pas forcément impossible. Franchement, je sais pas si ça me semble vachement optimiste quand même pour même pré-pandémie, sans pandémie. Est-ce que le film aurait vraiment réussi à faire 1 milliard? J'en suis vraiment pas ultra convaincu. Moi non plus, mais bon, c'est logique qu'elle dise ça, elle. Ouais. Non, mais après, je me dis, c'était par rapport à son destin dans Endgame, le fait que c'était quand même
le premier film de super-héroïne, le premier film pour Black Widow, parce qu'il y avait quand même eu Captain Marvel après. Je sais pas, je pense que c'est pas forcément déconnant en pariant sur le public chinois peut-être d'arriver à faire ça. En tout cas, là, de toute façon, la sortie sur Disney Plus a complètement entériné tout espoir pour Black Widow de faire du bif. Tu veux dire enterré? Enterré, ouais, j'ai dit entériné, pardon. Je l'ai dit enterré, pardon. Et du coup, les frères Russo. Il y en a combien là, 300 millions? J'étais en train de regarder justement de Keblo, je crois, parce que après il y a aussi le problème de copie pirate, mais donc les frères Russo du coup ils sont en mode maintenant que vous avez baisé, enfin que vous avez arnaqué 372 millions worldwide pour ce qui est quand même un des scores les plus bas de Marvel Studios. Ouais, mais vu le contexte, voilà. Mais après ça, à remettre en contexte, il faut prendre en compte les ventes aussi du Premium Access et tout. Oui, non, bien sûr, évidemment. Voilà. Mais et du coup, donc les Russo sont pas contents. C'est ça. A priori, ils avaient dit qu'ils reviendraient sûrement un jour aux super-héros, mais ça avait jamais été très clair sur le fait que ce soit chez Marvel Studios ou pas. Les Russo chez Marvel Studios, j'allais dire Russo, c'est comme dans Punisher, quoi, tu vois, c'est Russo. Donc les Russo chez Marvel Studios, c'est quand même Captain America, Winter Soldier, Civil War et les 2 derniers Avengers. Donc, en grosso modo, je sais pas, c'est $6 milliards tout en tout. Un truc facile, ou 5 peut-être, c'est pas. Enfin, non, plutôt 5,5, je crois. Ouais, c'est quand même assez. 2 milliards et 2,8. Ouais, donc c'est quand même assez énorme. Et on imagine bien que Marvel Studios aurait tout intérêt à vouloir les réembaucher pour un futur projet. On ne sait pas du coup de quelle nature ça pourrait être, mais en tout cas. Même si en vrai, c'est pas forcément grâce à eux que. Non, bien entendu, non, mais voilà, faut quand même dire qu'ils ont réussi à s'imposer chez eux. Et donc, il y avait des négociations qui pour l'instant sont dans une impasse parce que les Russo veulent être sûrs, dans le cadre de leurs négociations sur les contrats, notamment d'avoir les modalités précises de sortie de l'éventuel film sur lequel ils pourraient travailler, en imaginant que ils veulent que leur film sorte au cinéma et pas se la faire mettre à l'envers par Disney. Ouais, tout à fait, mais c'est intéressant de voir justement que enfin le sujet fait tache d'huile, puisqu'on a un peu l'impression quand même que tout le monde se range du côté de Johansson, même si Disney n'a vraiment pas envie de bouger, de céder un pouce de terrain. Là, dans les dernières évolutions du truc, apparemment Disney voulait que l'accord soit réglé avec un accord de confidentialité, qui fait qu'en fait, une fois qu'ils ont obtenu ça, si Johansson, par exemple, n'est pas contente du règlement ou obtient un règlement quel qu'il soit, Disney n'aura pas le droit d'évoquer les conditions de cet accord. En gros, ça permet à Disney simplement de dire bon, écoute, on te fait un gros chèque pour que tu fermes ta gueule, mais tu le dis pas en public, comme ça nous on pose pas pour des méchants, on considère on peut dire qu'on a trouvé un terrain d'entente, et ça évite que d'autres gens rentrent dans ton cas et que on passe pour les enfoirés de service. Du coup, Johansson a dit non, on va aller au procès et je t'emmerde, j'ai les preuves, frérot. Donc, a priori, c'est le fameux contrat, simplement, qui n'a pas encore leaké. Je suis assez étonné qu'elle ne l'ait pas fait leaker dans la presse. Ce serait quand même, en termes d'un point de vue juridique, je suis pas sûr qu'elle puisse le faire comme ça. Donc, mais c'est pas forcément d'elle que ça viendrait, tu vois. Quand il y a un procès, les pièces passent de main en main, tu vois. Enfin, bref. Donc, je suis assez impatient de voir justement comment ça va se terminer tout ça, mais c'est bien de voir que, comment dirais-je, les autres collaborateurs de Marvel Studios prennent note. Considèrent eux aussi qu'il y a un problème et que ça va peut-être les faire chier à ce degré-là. Parce que moi, je pense qu'il est important que ça les fasse chier. Il est important que le studio ne gagne pas, parce que sinon, c'est Goliath qui éclate David, et à un moment donné, il y en a marre, quoi. Même si c'est un David qui réclame 100 millions de dollars. Mais 50 millions, tu sais que pour Disney, bon, je dis pas que c'est des pois chiches, mais je veux dire, c'est quand même rien. Tu vois, comme tu l'as dit, Endgame et Infinity War tout seul, et puis quand tu vois qu'ils arnaquent tous leurs collaborateurs, en fait, à un moment donné, moi, je prends la victoire symbolique que je peux. Tu vois, je prends le David qui passe, celui qui, entre guillemets, a le plus de chances de s'en sortir. Tu vois, je back, c'est un petit peu du vote utile, on va dire, comme on dit au présidentiel. Je préfère, grosso modo, que Scarlett Johansson gagne beaucoup d'argent plutôt que Disney ne perde jamais. Tu vois. D'accord. Sinon, ils continueront tout le temps, toute leur vie, à arnaquer leurs collaborateurs. Ouais, effectivement. Et du coup, toujours question d'argent et toujours question de Marvel Studios, mais bonne nouvelle pour Shang-Chi, justement, qui lui n'est pas sorti sur Disney+, qui n'a pas profité d'un Premium Access, et a priori, ça lui a bien profité, parce qu'il fait... alors certes, à l'échelle du box-office de Marvel Studios, ce n'est pas énorme, mais c'est même un des démarrages les plus bas, mais par rapport au contexte de crise sanitaire et même de façon plus générale, parce que même hors crise, c'est le meilleur démarrage pour un box-office sur le fameux week-end du Labor Day, qui est un peu l'équivalent d'une fête du travail aux États-Unis, et qui a traditionnellement lieu donc le premier samedi de septembre. Lundi, pardon, oui, le Labor Day, c'est le lundi. Voilà, c'est ce week-end de 4 jours, donc avec le premier lundi de septembre, donc avec un box-office américain qui est grimpé jusqu'à 90 millions de dollars
sur ces 4 jours, alors que le vrai record précédemment tenu, c'était Halloween, non, c'est ça, sur 30... C'était le Halloween de Rob Zombie en 2007. Ouais. Et c'était $30 millions, donc là on Ouais. fait 3 fois plus. Hein. Tout à fait. Par précision, d'ailleurs, quand je dis un week-end de 4 jours, c'est qu'aux États-Unis, on compte le premier week-end d'ouverture, vendredi, samedi, dimanche, C'est ça. qui là, du coup, s'étend avec un lundi. Donc, ouais, c'est plutôt un bon score. Effectivement, les estimations étaient un peu basses. D'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast. Je pensais vraiment qu'il ne marcherait pas à ce point-là. Parce que c'est clairement un produit qui a été fait pour, on va dire, une niche aux États-Unis. Une grosse niche, mais une niche aux États-Unis et le mainstream chinois, on va dire le mainstream ou sur le public chinois. Et a priori, le film va pas sortir en Chine du tout. Donc, ce n'est pas encore d'actualité. Donc, c'est quand même plutôt cool de voir que justement, Marvel, finalement, s'aperçoit peut-être un peu tard qu'ils n'ont pas forcément besoin en fait, de cette partie-là du public. Maintenant, il faut quand même rester très prudent. Black Widow a bien démarré aussi avant de se péter la gueule. Ouais, mais Black Widow était sur Disney+. Voilà, et c'est là justement qu'on va voir si effectivement le fait que Disney+ soit dans la boucle ou pas a vraiment un impact sur la consommation des films, puisque jusqu'à preuve du contraire, Suicide Squad était dispo justement, sur HBO Max, et le film s'est planté vénère dans les salles. Alors qu'à l'inverse, Fast and Furious 9 n'était pas dispo où que ce soit en streaming et a très bien marché cet été. Donc peut-être qu'il y a effectivement un vrai lien de causalité à faire. Peut-être que vraiment les gens piratent parce qu'ils en ont marre d'être pris pour des cons. Et peut-être simplement que il serait temps que le box-office reprenne des couleurs. Donc moi je serais assez content, paradoxalement, parce que maintenant en fait j'aime bien le film, que justement Shang-Chi fonctionne alors qu'avant j'y croyais pas et j'avais limite envie que Marvel Studios se plante pour que cette quête du marché chinois finisse par leur mordre la gorge. Et en définitive, là, j'aimerais bien qu'il marche parce que c'est devenu un petit peu le seul champion qu'ils ont envoyé, j'ai envie de dire, au casse-pipe, parce qu'ils l'envoient sur justement un week-end qui est historiquement pas une bonne période pour démarrer les films, sans Disney+, et que du coup, ça pourrait prouver que des films qui sont lancés sans streaming peuvent mieux marcher que les films qui sont lancés avec. Et puis voilà. Ouais, très bien. Non, je suis bon. Je partage. T'es d'accord avec moi? Là, je partage ton analyse et je suis assez convaincu que à partir du week-end prochain, et du coup on le réabordera dans la seconde moitié du mois dans le prochain front page, mais je pense qu'on pourra juste faire une pastille juste pour dire est-ce qu'on avait vu juste ou pas. Mais moi je suis assez persuadé que en plus vu qu'il y a quand même un assez bon accueil aussi public, j'ai l'impression que ça va bien mieux se passer que pour Black Widow, clairement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des bonnes retombées a priori sur Eternals, puisque de ce que l'on sait maintenant, la sortie exclusive au cinéma est aussi confirmée pour Eternals de Chloé Zhao, avec donc toujours cette fenêtre d'exclusivité de 45 jours a priori avant de pouvoir passer sur... Qui reste rien du tout ouais, au demeurant, mais après Eternals, le casting est plus gros. Ça reste d'être... Je ne fais pas de gros soucis pour Eternals. Déjà, ça va attirer les cinéphiles parce que Chloé Zhao a eu l'Oscar récemment. Ça va attirer les fans d'Angelina Jolie, ça va attirer les fans de Game of Thrones, Salma Hayek. deux princes, de Salma Hayek. Alors je sais pas s'ils sont si nombreux aujourd'hui, les fans de Salma Hayek. Oh, détrompe-toi. En tout cas, ils ont une bonne mémoire. We are Legion. Mais non, mais je suis dans cette légion. Mais non, je m'inquiète pas trop pour Eternals. En plus, Marvel Studios l'a vraiment vendu comme la nouvelle début de phrase de la phase 5, on va dire, même si techniquement, en vérité, c'est faux, puisque c'est Loki qui démarre la phase 4, pardon, je veux dire. Ouais, phase 4, ouais. Mais en tout cas, c'est le nouveau gros film, comme avait pu être Les Gardiens, comme avait pu être Doctor Strange, quelque part. Bon, c'était un peu de la... Oui, recommence pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît ton avis sur Doctor Strange. Non, mais et alors? Hein? C'est vrai. On connaît ton avis sur Venom 2? Non, pas Est-ce encore. que tu te prives? Putain, c'est vrai que ça arrive bientôt, ça aussi. Ouais, bon, bref, voilà, on verra. On verra, très bien. Eh bien, Corentin, c'est là-dessus que l'on va finir ce petit front page des familles. Cool. Et on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire, à nous dire vos retours sur l'émission, sur les sujets qui sont abordés dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ce podcast, si vous voulez le voir perdurer dans le temps, c'est de le partager le plus possible pour qu'il soit écouté par toute la France et qu'il dépasse le podcast des grosses têtes. Voilà, c'est un peu notre objectif. Ou le webtoon Batman. Mais ça va être compliqué, ça, quand même, Corentin. Autant les grosses têtes, c'est faisable, autant le webtoon Batman, je ne sais pas. D'accord ? Très bien. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. D'accord ? Salut. Salut. Voilà.